Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le lundi 8 novembre, vous êtes bien sur France Maghreb 2 et c'est parti pour le LGF. Au programme de cette émission, on se demande, et on vous a demandé d'ailleurs, qui pour représenter la gauche à la présidentielle 2022. On vous a fait 4 propositions. Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Arnaud Montebourg qui a fait une sortie tonitruante hier, vraiment incroyable, Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick Jadot. Et vous votez depuis hier soir et ça vote beaucoup. Et j'ai envie de dire qu'il y a un favori pour vous qui pourrait représenter la gauche. On en reparlera, on en débattra ensemble évidemment sur France Maghreb 2 tout à l'heure. Au vu de ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, comment réagir comme franco-maghrébin justement face à cette crise Algérie-Maroc? On se posera la question avec vous au 01 40 33 9000 en fin d'émission. Libertad, vous pourrez nous appeler en toute liberté bien sûr pour nous donner votre avis sur l'actualité, un coup de gueule, un coup de cœur, n'hésitez pas tout à l'heure en fin d'émission. Et aussi bien entendu un invité tout à l'heure, Monsieur Jamel El Amri, qui viendra nous présenter une exposition qui va être bientôt démarrée. D'ailleurs, il est le fondateur de l'Académie française de la pensée islamique, qui sera avec nous pour nous parler de cette exposition qui va certainement intéresser de nos chroniqueurs, notamment je pense à notre ami Abina, puisque ça parle de l'histoire de l'islam et des musulmans de France de 720 à 2021. C'est une exposition donc qui va démarrer du côté d'Épinay-sur-Seine. Jamel El Amri sera avec nous tout à l'heure à 17h pour nous présenter cette expo. Évidemment, nous aurons un mot et pas qu'un petit à celui qui nous a quittés il y a 10 ans jour pour jour, grâce à qui nous sommes tous là d'ailleurs réunis aujourd'hui, puisqu'il était le cofondateur de cette radio France Maghreb 2, Brahim Hachmail, qui s'en est allé le 8 novembre 2011. Évidemment, une date marquante pour la radio et toute l'équipe. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et ça commence à 16h précise les amis, le Grand Forum. Merci d'être avec nous, avec aujourd'hui pour nous accompagner Monsieur Gamal Abina. Décidément on le quitte plus, ça va mon Gamal? Ça va très bien et toi? Ça va depuis vendredi? Ça va, je me suis remis de l'émission de vendredi qui était extrêmement rythmée. Ah oui, c'était bien, oui, absolument. On les entend rigoler évidemment à côté. Nasser Lagili, ça va mon Nasser? Très bien Christophe, impeccable. Soigner sans frontières, tout à fait, on continue, on développe, on essaye de faire connaître l'association et surtout de développer pour que les choses avancent bien. Et là, franchement, on a des... Bon, on va croiser les doigts et je vous dis que tout simplement, on a des très très bonnes nouvelles pour que le projet avance bien. Voilà. C'est génial. Franchement, on compte sur vous les amis. Voilà, allez-y. Soignez sans frontières, vous allez sur les réseaux. On a besoin de vous. Instagram, Facebook, Hello Asso pour ceux qui veulent faire un don. Et surtout, c'est pour aider la Tunisie, on rappelle. Hein. Tout à fait. Voilà. Monsieur Ali est avec nous. Comment ça va, notre directeur commercial là? Bien. Ouais. Il va bien, notre Ali? Proposé le week-end. Bon, est-ce que tu connais tout le monde autour de la table ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Nasser le roi du thé, puis Gamel la tête pensante. Voilà. Oh, c'est gentil. Ouais. Il nous manque quelqu'un. Ah. Ouais, il nous manque une femme. Ouais. Sabrina Nouri. Elle se fait désirer. La France insoumise se fait désirer, c'est pas bon ça, faites attention les gars. Bon, elle arrive avec nous dans un instant, notre Sabrina Nouri. Ça fait longtemps plus que je l'ai pas vu, notre Sabrina. Hein. Je sais que Gamal l'a croisée sur d'autres plateaux, mais moi je l'ai pas vu depuis longtemps. Absolument. Voilà. Bon, elle a peut-être dû perdre l'adresse, je ne sais pas. Allez les amis, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Eh oui, on commence toujours une bonne émission par un bon petit quiz avec un petit mélange d'événements qui se sont déroulés un 8 novembre, mais aussi de l'actualité. Voilà. Première question, ouverture en 1899 de quel grand restaurant à Paris? Le Fauchon, pas Fauchon, comment il s'appelle? Restaurant. Il est sur les Champs-Élysées. Hein. Fouquet. Ah, c'est Fouquet. Oui, Fouquet. C'est ce que je cherchais. Bonne réponse. Fouquet. Bravo, c'est bien Nasser. Ouais. Bien joué Nasser. 1899, il est vieux. C'est son adresse en fait. Je savais pas qu'il était aussi vieux. Ouais. Quoi, c'est l'adresse de Nasser, c'est ça? Ouais. Tu vas là-bas souvent, mon Nasser? Non, je vais pas. Tu vas organiser l'inauguration de Soigner sans frontières au Fouquet? Avec Sarko. Avec Sarko. Exactement. Allez, deuxième question. Quel dirigeant était en visite officielle en Algérie durant ce week-end?
2 jours. Italien, président italien. Le président italien, tout à fait. pas la réponse de notre ami Ali Kassoumi. Président ou président du Parlement? Président. Non, président. Italien. Le président italien était ça en va. visite. Il y a eu un moment fort d'ailleurs, pour un hommage au martyr. Qui a été très bien accueilli. Qui a été Oui. très bien accueilli. Ouais. Ah, super Ouais, accueilli, j'ai vu accueilli les par son vidéos. hôte, Abdelmajid Tebboune, etc. Ils ont ramené le thé de Nasser et tout était là. Ah, et je pense qu'il devait être. Oui. Il devait y avoir du thé, du baklawa, Ah, tout. un bon petit couscous tarwélé. Bref, il y avait tout ce qu'il fallait. Sabrina est dans les bouchons, je vous informe. Sabrina est dans les bouchons. Voilà. Oui, très bien. On espère que ça va se déboucher. 3e question. Quelle est la première femme à être élue au poste de sénateur aux États-Unis en 2000? En 2000. Sénateur? Oui, donc sénatrice en l'occurrence. C'est pas Clinton? C'était Clinton. Hillary Clinton. Bonne réponse. Une femme que je déteste cordialement. Ça, c'était le petit commentaire, évidemment. Voilà, ça c'est fait, Ah, c'est il faut dit. Il fallait qu'il la place. Bah oui. Voilà. Alors, dites donc, ça nous fait 3 là. Un pour Ali, un pour Gamal, un pour Nasser. Oh, c'est beau ça. C'est serré, c'est bon, c'est comme on les aime. 4e question. Quel pays a réouvert ses frontières aux 33 pays, dont la France, Les États-Unis. après 21 mois de blocage? L'Australie. Les États-Unis. Bonne réponse. c'est les États-Unis. de l'abri Nasser. C'est aujourd'hui, en ce 8 novembre, que les rigole frontières Ça rigole plus, Nasser, réouvrent là. aux États-Unis. Ah ouais. À la veille de ce que va nous annoncer Macron, d'ailleurs, on ne sait pas. Les autres réouvrent, nous, on risque de refermer. Remettre les Non, masques. non, et- je crois Ah, je sais pas. nous Remettre allons les croire masques. pas. Une seconde. Qu'est-ce que va Non, dire non. Macron alors? Ah, remettre les masques. Il va dire, vous savez, j'ai bien travaillé, il n'y a plus de problème, le Covid on l'a vécu parce que j'ai fait le travail il y a 6 mois. Non, je pense qu'il va y avoir quelques annonces un peu. Ouais. Ah, remettre les masques, faire la 3e dose, Ouais. Pour les petits piqûre vieux. de rappel. Bah oui. Vous Donc, savez qu'il paraît qu'on nous reparle d'un couvre-feu. Hein. Non, non, c'est les baratin, il n'y aura pas de tout ça. Ils vont faire au cas par région, c'est tout. T'as les infos, Gamal? Mais bien sûr, c'est Ah oui. son ministre il parle tout le temps. donc Mais en c'est même, sympa. temps, en même temps, faire un couvre-feu à 6 mois des présidentielles, je pense pas que ça soit une bonne idée pour Et lui. là, on a 70% de vaccination. Plus de 75%. 75%, il y a quasiment plus d'ambulances dans les rues. Il faut quand même voir l'ambiance générale. Je suis désolé, on peut détester Macron, il a fait le boulot. Oui, il a... bon, après, je sais pas s'il a fait le Il boulot. a mal fait au début, mais il a bien fait il y a 6 mois, il faut le reconnaître. Si, s'il avait fait son boulot, Plutôt. les hôpitaux ne seront pas dans cet état-là. Ça, c'est Donc, notre débat. soyons sérieux. Voilà, la France insoumise a parlé. Non, mais c'est pas ça. Parce que c'est pas... Chaque année, on est en train de réduire encore des. 20 000 lits, je crois. Voilà. Ouais, Mais, des quoi qu'il en personnes soit, qui- sur le Covid, là maintenant, je parle. Tout le reste, je suis d'accord. Hein. Là-dessus, il a fait le boulot. Non, je trouve qu'il a bien géré je veux dire, la crise du Covid. Je trouve qu'il l'a bien géré. Moi, c'est un avis personnel. Après, voilà. Bon, du coup, Nasser est en tête là. Ah oui. Ah, c'est rare, hein. Bah oui, mais quand C'est même. rare. Mais là, on va dire, en arabe, ça veut dire victoire, ça a un sens. 5e question, je cherche un Parce comédien. qu'habituellement, c'est des défaites. Je cherche un comédien de théâtre et de cinéma français. Il est mort à Cannes en 1998. 98. Ouais, il a été révélé notamment par Jean Cocteau dans La Belle et la Bête. Ah oui, Jean Marais. Jean Marais. Ah, même pas. Réponse collégiale Ah, c'est bon. de notre ami Cocteau, c'est. Ali et Gamal Abina. Quelques atomes. Ce qui remet tout le monde à égalité pour le coup. Absolument. C'est parfait, il nous reste 2 questions. Attention, c'est parti. Je cherche un grand acteur français né en 1935. Un grand acteur français. Toujours vivant. Ah oui. En Le 35. Guépard ou encore Delon. Delon est une bonne réponse. Merci pour le Borsalino. cadeau. Borsalino. Évidemment, Alain Delon. Bon anniversaire, Alain. T'as dit grand acteur, t'es sûr de ton coup là? Ouais, non, c'est un grand acteur, arrête. Belmondo, oui. Non, mais Delon aussi. Ouais. Ouais, Delon, c'est un grand Ah oui, acteur. quand même. Tout est relatif. Attention, pour cette dernière question, tout se joue là-dessus. Qui qu'a dit? Le candidat que nous désignerons sera au second tour de l'élection présidentielle. Qui peut dire ça? Qui a dit ça? Le Pen? Non, monsieur. Non. Morano, non? Zemmour. Non, monsieur. Ah, ça doit être Pécresse. Non, monsieur. Non, c'est Barnier, non? Non, c'est pas Ah, Barnier. c'est chez les- C'est la même Ciotti. Ah, famille c'est politique, Ciotti. mais c'est pas Barnier. C'est pas Ciotti, non? Non, c'est au pas PS. Ciotti. Il est président C'est d'une qui, grande Bertrand institution. Jacob. Ah non, 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 l'institution c'est. C'est. Comment il s'appelle? Sarkozy. Non. Raffarin, non. non? Fabius? Raffin. Non, 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 non. Voilà, une grande institution. Juppé. Non. Non. Une grande institution. Ah bah oui, c'est quand même Ah oui, le mais deuxième Michel- homme de l'État. quand Michel même. Debré. Non. Non, c'est le Jean-Louis Debré. président du Sénat, non? Oui, mais comment? Comment il s'appelle? Le président du Sénat. mince. Ah ouais, c'est. Ah, c'est Larcher. Larcher. Non, Larcher. Bonne réponse. Ah, c'est quand même. Il C'était mérite, hier dans c'est Larcher. sur Europe 1 LCI. Écoutez. Je suis persuadé que le candidat ou la candidate
que nous désignerons le 4 décembre sera présent au 2e tour. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a raison, Gérard ? On verra qui sera la tête de liste. Ils vont se taper dessus comme des sauvages. Non, mais on verra qui sera la tête de liste des Républicains. Aucune chance. Les Républicains sont morts. Qui va être... Les Républicains sont morts, c'est réglé. Ça veut dire que Macron a fait la barre à droite et que ça les empêche maintenant. Enfin, il n'y a plus rien à dire pour les LR. Macron a siphonné à droite. Macron a détruit l'extrême droite avec Zemmour. Macron a fait un travail de sape extraordinaire. Il faut connaître ses qualités stratégiques. Macron est toujours devant tout le monde. Il sera devant peut-être Zemmour ou Le Pen si Zemmour ne se dégonfle pas le 9. Parce que si demain il doit lancer sa candidature, peut-être. Mais il n'y a aucune chance. La droite est finie. Une fois, on l'avait dit en 95, je crois que c'est Juppé qui avait dit ça. Il se demandait si on n'avait pas la droite la plus bête au monde. Eh bien, il avait raison. C'est la droite la plus bête au monde. Donc il n'a pas dit que des conneries, Alain Juppé. Ah non, on a été excellents. C'était le meilleur d'entre nous. Ouais. Il paraît, selon Jacques. Non, il est excellent. Réellement, son parcours est impressionnant. Bon, alors, avant de passer à autre chose, je voudrais qu'on revienne quand même sur un événement qui s'est déroulé, 2 événements qui sont déroulés d'ailleurs hier soir et ce matin. D'abord, hier soir, à Argenteuil, le commissariat attaqué à coups de mortier à la suite d'arrestations auparavant de plusieurs jeunes dans la cité. Première chose. Et un policier attaqué ce matin au couteau à Cannes. Voilà, la violence et l'ultra-violence continuent dans notre pays. Le mortier de feu d'artifice, il faut préciser, Christophe, parce qu'on a l'impression que c'est la guerre, c'est des feux d'artifice, hein, c'est pas des mortiers. D'accord, mais quand même. Mais ça, c'est un jeu classique. Quand on connaît l'histoire, et quand on connaît bien l'histoire, hein, parce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, à l'époque, c'était des rues coupe-gorge. On coupait des gorges pour détrousser, pour dépouiller. Hein. Donc on est très loin de cette violence. C'est une violence qui monte graduellement parce qu'il y a des conditions sociales dégradées. C'est une violence qui monte parce qu'évidemment, les gens qu'on appelle issus de l'immigration, on en ras-le-bol de se faire mettre à l'amende à chaque fois par la police, et c'est des réalités. Et c'est une violence, malheureusement, qui monte parce que Madame Françoise Dolto, faut balancer quand même les blazes, Madame Dolto a trouvé qu'il fallait y aller doucement avec les enfants, il fallait faire les enfants rois, les petits monstres qu'on a créés dans les années 80. Aujourd'hui, on en récolte le travail. On peut plus rien dire au monde. Dès qu'il y a un problème, ils ouvrent leur bouche. Ils font 1m60, 40 kilos tout mouillés, et ils jouent quand même les shows. Donc c'est une réalité, malheureusement. Ali, ça t'inquiète, toi, cette montée de violence quand même, là, pour le coup, avec des faits... Le mot violence, je pense qu'il est peut-être un peu fort. Moi, je parlerais plus d'incivilité, parce que, comme l'a dit Gamel, on est sur des feux d'artifice. Et puis le monsieur ce matin qui a agressé le policier, moi j'ai l'impression, tu sais, si tous les jours tu t'amusais à recenser au niveau national les faits divers, moi je pense que tous les jours il y a des faits divers. Hein. Il y a des grands-mères qui sont agressées, il y a des grands-parents, il y a des enfants qui se font raqueter les portables. Je pense que par contre ce matraquage de beau matin, midi, je sais soir, que t'aimes pas ça, Ali. Hein. Ah ben c'est pas que je n'aime pas. Ça t'agresse. C'est très réducteur parce que quelque part on est dans une embellie économique. Au lieu de parler toujours la même chose d'emploi, de formation, et on sort du Covid, on nous parle de gamins qui vont lancer des feux d'artifice. Sincèrement, entre nous, tu vas faire quoi ? Tu vas mettre la police, ok, tu vas les attraper, ok, bon bah voilà. Le monsieur qui a fait ce matin, tu crois que ce soir, demain matin, il n'y a pas un autre policier qui risque d'être agressé ? Il y en aura toujours des policiers. Il y en a eu, il y en a, et je vais même te dire qu'il y en aura encore. Je ne le souhaite pas, bien entendu. Hein. Non, je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, Ali, il a raison, mais en même temps, tout ce qui concerne, on va dire, les musulmans ou l'islam, on va essayer de le mettre en avant. Donc c'est triste à dire, c'est le constat. Donc effectivement, c'est un fait divers. Comme les autres. D'ailleurs, on n'avait pas fait autant de communication quand il y a eu un monsieur qui avait décapité sa voisine ou son voisin il n'y a pas très longtemps, Absolument. Il y a 3 semaines ou 4 semaines. Le Front National. Donc voilà, et qui est un ancien membre du Front National. Donc voilà, on n'a pas parlé de terrorisme ou de... Et puis, excuse-moi Nasser, ce matin, j'ai écouté, je crois que c'était à la télévision, on a tenu à préciser que la personne, dans sa poche, avait un passeport algérien. Donc, voilà. Donc c'est une agression. Donc ça veut dire alors ok, c'est une agression, il n'y a pas de problème. Mais quel est le lien 20 secondes après de dire que dans sa poche, on a retrouvé un passeport algérien, on a même donné l'âge de cette personne. Est-ce que c'est important ? Mais je peux t'expliquer pourquoi. Oui. C'est un Suédois qui a volé le passeport en algérien et qui a agressé un policier qui cherchait à le récupérer, c'est tout. Cherche des complications l'autre. Mais parlons sérieusement là-dessus. Je trouve que c'est... Voilà, ça devient fatigant, quoi. C'est toujours la même chose. On reprend toujours les mêmes faits divers. Quand il y a un lien avec les étrangers, et plutôt les gens du Maghreb ou d'Afrique, on essaye de le mettre en avant et de faire en sorte que... Vous savez qu'on n'a pas parlé de ce qui s'est passé il y a 3 jours.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Il y a un policier qui a été agressé par un trottoir qui a été fabriqué par les Algériens, d'accord, qui est tombé, qui s'est raflé le genou. C'est faux. Non, mais arrête de relativiser, Gamal, c'est important quand même. Mais non, c'est pas important, c'est une plaisanterie. Si, c'est important. Si on mesurait on touche à des gens qui si on mesurait le nombre de crimes au début du siècle dernier, le nombre de crimes quotidiens, c'était pas mesuré, pas quantifié, pas réseau société. Toi, t'as envie d'avoir Linda Kebab sur le dos, toi, c'est ça? Je mange pas de ce genre de pain. Bah oui, mais tu manges pas, mais elle va te manger, elle. Tu vois? Kebab, mais non, je vais la détruire en 20 secondes, elle tient pas la route, elle. Et puis, dernier point, je pense, Christophe, c'est que l'information en soi telle qu'elle, ça dépend ce que tu veux lui faire dire. Bien sûr. La portée que tu vas en avoir. C'est ça. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la portée de cette information-là, sincèrement, entre nous, c'est quoi l'objectif? Non, c'est monter les esprits. C'est vraiment manipuler les esprits. Le truc, c'est qu'on met en exergue un fait divers. Je rappelle qu'il y a 67 millions d'habitants en France. C'est vrai. Je rappelle qu'il y a une femme qui est assassinée tous les 2 jours. On n'en parle jamais. Elle n'a pas de nom. Elle a une statistique. Comme disait, je crois que c'est Staline qui disait ça. Il disait 1 mort, c'est dramatique. 1 million de morts, c'est une statistique. Et bien là, c'est une statistique. C'est-à-dire qu'on tue des femmes à coups de poing, de pied, je ne sais, tous les 2 jours, c'est pas un problème. On ne donne pas l'origine ethnique, évidemment, parce qu'ils savent très bien que la majorité sont évidemment des Européens. Et il y a le 10% d'étrangers qui existent. C'est normal, c'est proportionné. La sauvagerie est bien partagée. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on apporte des faits divers pour les monter en épingle. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai un copain qui est journaliste, qui s'appelle Thierry Vincent, qui fait un travail formidable, et qui a expliqué, écoutez bien, parce qu'on se demande pourquoi la France serait soi-disant, enfin la France, les radicaux français, pas la France évidemment, seraient soi-disant résilientes. Ce seraient des résilients. Ils absorbent les chocs et ils disent rien. C'est pas du tout ce qui se passe. Il expliquait très bien que les tueurs, les criminels qui vont tuer par exemple ce pauvre professeur Paty, enseignant Paty ou autre, ces gens-là sont des loups solitaires. Ils viennent de nulle part. Ils n'ont pas de casier judiciaire, on ne les attendait pas venir. Des réactions de tarés, littéralement, motivées par des raisons obscures politiques. Alors que, de l'autre côté, l'extrême droite radicale la plus violente, les anciens de l'OAS et autres, enfin les nouvelles générations d'OAS, puisqu'il y a une nouvelle génération, ceux-là, ils sont démantelés parce que les policiers qui font un travail, ceux qui font des renseignements particulièrement, font un travail considérable pour empêcher que les actions violentes et terrorisme arrivent. Donc ceux-là, on peut les capter parce qu'ils sont organisés, donc dangereux. Des groupes organisés qui sont prêts à tuer des personnes, jusqu'à tuer même... tiens, on parlait de la France Insoumise, ils voulaient tuer aussi... je me rappelle plus de son nom, ce monsieur. Bref. Et dans tous les cas... Et là, ceux-là sont organisés, on peut les démanteler. Alors que les autres, on ne les démantèle pas. Donc la question, c'est quoi? C'est est-ce que le loup solitaire est plus dangereux qu'un groupe organisé qui un jour frapperait très violemment avec des armes très équipées? On va parler aussi dans un instant de ce qui s'est passé à Marseille. C'était un événement qui a été organisé dans un palais, là, et apparemment les jeunes sont rentrés, ils ont tout massacré à l'intérieur. Ali sera avec nous depuis Marseille, à tout de suite. Le LGF, le grand forum, émission de référence tous les jours à partir de 16h sur France Maghreb 2. On est là avec Gamal Abina, avec Ali, avec Nasser Lajili et notre Sabrina Nouri qui arrive, qui est encore dans les bouchons. On va se passer également, faire un petit tour du côté de Marseille parce que messieurs, on parlait de ce qui s'est passé à Argenteuil, de ce qui s'est passé à Cannes, mais il y a eu aussi un événement à Marseille. Et là, on peut dire que ce sont des jeunes qui ont été invités pour venir dans un palais omnisport pour faire du sport, en l'occurrence, plein de trucs. Et c'était des invitations qui ont été lancées sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie. Et ça a fortement dégénéré devant des familles, des enfants qui étaient là pour jouer. Des jeunes sont entrés et ont forcé le barrage d'entrée en fait. Et puis il y a eu de la casse, beaucoup de casse à l'intérieur. Ali de Marseille, salut Ali. Oui, bonjour France Maghreb 2 et à toute l'équipe. Bonjour Ali, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement mon Ali? Alors, moi j'appelais pas pour ça, je vais pas vous raconter de conneries. Moi sur ce qui s'est passé sur les incidents de Marseille, j'étais informé que ce matin par la radio, par France Maghreb 2 et d'autres chaînes. Ouais. Mais concernant donc Marseille, c'est sur un palais omnisport qui se trouve dans le 10e arrondissement. Ouais. Et le seul moi que je vois, puisque c'est à côté de chez moi, c'est le palais de la patinoire qu'on a, la seule patinoire qu'on a sur Marseille. C'est ça. Et il y a eu apparemment un certain nombre de jeunes qui sont arrivés en nombre et ils ont forcé l'entrée, ils sont rentrés, ils ont tout cassé à l'intérieur, quoi. C'est ça, oui, plus d'une centaine et il y avait des familles dedans. Alors effectivement, ça s'utilise pour des fêtes, des petits anniversaires ou des trucs comme ça. Voilà, il s'est passé ce qui s'était passé, quoi. Ouais. Alors mais moi, c'était pas pour ça, mais pour le sujet d'avant que j'avais appelé. Vas-y, on t'écoute, Ali. Alors, c'était concernant sur les propos de Gamal Abina et des chroniqueurs qui ont tout à fait raison
en ironisant sans ironiser, parce qu'effectivement, ça reste un drame concernant le policier qui s'est pris des coups de couteau sur le torse, protégé par son gilet pare-balles, quoi. Alors là où je voulais signaler le propos, c'est concernant, alors maintenant on ne dit plus Allahu Akbar, mais au nom du prophète. Donc voilà ce qui avait été souligné par Marine Le Pen sur une radio concurrente ce matin. Et pour moi, ça reste carrément des faits divers sur un dégénéré et non pas sur un fait de terrorisme. Parce qu'effectivement, le bonhomme a pété les plombs et a donné des coups de couteau à droite et à gauche et s'est fait tirer dessus, quoi. Donc on est passé de Allahu Akbar au nom du prophète, c'est ça? Voilà ce que je voulais. Très bien, merci beaucoup, mon cher Ali. En gros, s'il n'y a pas Allahu Akbar, on va trouver un autre truc. S'il n'y a pas au nom du prophète, on va trouver un autre truc. Et on va toujours l'assimiler, effectivement, à un truc dû à la religion. Ouais. Merci, mon Ali. Merci à toi. Voilà. Allez, bonne soirée. Merci. À bientôt. Et allez Paris, Ali. Hein. Merci beaucoup. Et allez Paris magique. Voilà. C'est un Marseillais. Vous avez entendu, hein, c'est un Marseillais qui le dit. Paris magique. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà. Bon, voilà. Peut-être un truc à rajouter, non? C'est Le Pen qui parle. Franchement, quand elle parle, elle fait vraiment qu'elle retourne à l'école. Ça lui ferait pas de mal. Au nom du prophète, porte Nawak. Voilà ce que je réponds. Moi, j'ai un cri, ce qu'ils veulent des cris du cœur comme ça. Géronimo, ça marchait bien à l'époque. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Ouais, d'accord. Bon, on arrête de dire n'importe quoi. Alors, on va parler dans un instant, tout à l'heure, plutôt en fin d'émission, qui pour représenter la gauche. Parce que la gauche, est-ce qu'elle a retenu les leçons de 2002 ? Elle part complètement dispersée, la gauche. Et on a voulu sonder un petit peu sur Twitter qui, selon vous, serait le mieux placé pour représenter la gauche. Et on a proposé 4 noms. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, pourquoi tu rigoles, Hidalgo, ça m'a fait rire. Et Yannick Jadot. Et je dois dire que les scores sont serrés, sauf un qui est largement en tête. On en reparlera tout à l'heure avec vous. Est-ce que selon vous, c'est le bon choix? Est-ce que c'est lui qui pourrait éventuellement représenter la gauche? Parce que c'est un homme qui est largement en tête du sondage des auditeurs. Vous pouvez continuer d'aller voter, hein. C'est le grand forum FM2 sur Twitter. Vous votez Anne Hidalgo, Montebourg, qui a fait une drôle de sortie d'ailleurs hier, Montebourg. Hein. Ignoble. Ouais, et je sais pas ce qui se passe là, chez Montebourg là. Jadot ou encore Mélenchon, eh bien on en parle tout à l'heure sur France Maghreb 2. Pour l'heure, évidemment, c'était le 8 novembre, il y a 10 ans jour pour jour. C'était le cofondateur de cette radio, France Maghreb 2, Brahim Hajsmaïl, qui nous quittait. Et d'ailleurs, le studio dans lequel nous sommes porte son nom depuis 10 ans. Évidemment, c'était les larmes de toute l'équipe de la radio ce jour-là. Ouais. Un grand ami qui nous a quittés. Un monsieur qui entretenait le savoir et surtout qui était attendu chaque soir aux alentours de 19h pour son billet quotidien. Absolument. Avec sa phrase magique. C'était Brahim Hajsmaïl, que l'on n'est pas prêt d'oublier évidemment, et à qui on rend hommage aujourd'hui en réécoutant un petit extrait de ce que Brahim proposait chaque soir sur France Maghreb à 19h. De Brahim Hajsmaïl. Brahim Hajsmaïl, le billet. Chers auditeurs, salam alaikum, où que vous soyez. Allez, dormez bien, braves gens. La Terre tourne et continue de tourner, mais elle tourne sans vous. Je me sens agressé en essayant de suivre les équilibrations de Strauss-Kahn hier soir à la télé. Il n'a rien dit. Vraiment, à aucun moment il n'a été spontané. À croire qu'il avait répété une 30aine de fois la scène avec l'air Chazal. Elle aurait pu le reléguer sur les cordes, comme un boxeur en fin de carrière, lui poser les questions qui les dérangent. Non, elle s'est rappelé qu'elle a partagé une 10aine d'années avec la banquière, celle qui a été cocufiée, Anne Sinclair, pour avoir travaillé ensemble à TF1. Cela a été une vraie prouesse du réalisateur de TF1. On a eu droit à des moments de silence, des gros plans, des plans américains et même des gros plans sur ses mains et son poing. Il faut, je crois, distiller aux étudiants en communication cette séquence. Tout cela réglé comme un balai. Une seule faute note. Eh oui, fausse note, oui. L'acteur a oublié de soigner les dents du bas. Ça fait mauvais effet, non? Allez, donnez-lui l'adresse d'un dentiste qui ne prend pas cher. Je le connais, c'est un musulman, mais il est pro-palestinien et ça aussi, ça fera mauvais effet et surtout actuellement. Strauss-Kahn a été pitoyable.
Je ne trouve pas les mots. Il s'est présenté comme une victime. En 4 mois, des versions différentes, comme pour Tristan Baran, il disait qu'elle raconte des histoires. Et cette semaine, il a voulu lui donner un baiser et il pensait qu'elle était consentante. Avec Nafissa, il ne s'est rien passé. Ce qui s'est passé, a-t-il ajouté, ne comprend ni violence, ni contrainte, ni agression, ni aucun acte. Le certificat médical, c'était bidon. Mais il explique que cette relation n'était pas tarifiée. Avec Tristan, il a expliqué aux enquêteurs avoir tenté de l'embrasser, pensant qu'elle était consentante. Mais ce n'est pas la première fois avec les femmes. Si il ne serait rien passé, alors pourquoi cette passivité lorsqu'on vous a menotté et jeté en prison? Une autre question, pourquoi êtes-vous allé au FMI pour vous excuser si vous n'avez commis aucune faute? Merci pour cet incident qui vous a fait perdre votre arrogance. Peut-on faire confiance à un homme comme vous pour diriger la France? À quelqu'un qui perd facilement ses nerfs et verse dans le monde des violeurs et des écroués? Il y a une question que Rokhaya Diallo vous a posée. Comment vivez-vous le fait que la crédibilité de Nafissatou Diallo ait été mise en cause très rapidement et qu'elle a payé d'avoir menti par le passé? Comment vivez-vous ce traitement de faveur alors que c'était vous qui étiez accusé? Voilà comment les médias vous consacrent des correspondants aux États-Unis pendant 4 mois. Tous les jours, et aujourd'hui, il n'y a que pour vous, sur BFM, sur ITV, toute la journée, sur France Info, la Terre a arrêté de tourner. C'est ça le fait divers? Pauvre France. Mais où sont tes valeurs? Si les médias, certains ne reculent devant rien pour vous dédouaner, vous, l'hypocrite, le manipulateur, vous prétendez de gauche être socialiste. Il y a longtemps que j'ai déchiré ma carte du PS à la guerre du Golfe, s'il vous plaît. Et voilà que vos camarades, tels que Jacques Lang, dans la fête de la musique, n'a jamais été créé par lui. C'était pas son idée, c'est celle du directeur de la musique au ministère. Et alors, Dan Le Guen, qui vient de signer une pétition demandant à Sarko, en même temps que les députés de droite, de mettre son veto pour la reconnaissance de la Palestine. Êtes-vous de gauche, GOCHE, ou alors pro-israélien? Depuis que vous avez occupé votre financière de femme, eh bien, je n'ai jamais parlé de ce fait divers sur France Maghreb 2. Pour moi, vous restez toujours un infidèle, réduit à jouer les séducteurs de Sofitel pour une relation sexuelle de 9 minutes. Car il y a un avion à prendre pour aller rejoindre votre banquière de femme. Cela en dit long de votre conception de ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est avant tout de la tendresse, du partage. Ouf, je respire. Si vous présentiez au présidentiel, sincèrement, je n'aurais jamais voté pour vous, j'aurais voté blanc. C'est le premier et le seul billet que je vous consacre, et je me suis réellement agressé pour le faire, car vous ne méritez même pas que l'on parle de vous. Martine Aubry, un message pour vous, la prochaine fois, arrêtez de faire des deals ou des alliances contre nature. Il est à la droite de la gauche, et je ne le vois même pas au PS. Allez, dormez bien, braves gens. La Terre tourne, elle continue de tourner, mais elle tourne sans vous. Voilà, Brahim, pour un billet mémorable à Gamal. Hein. C'était sur Strauss-Kahn, évidemment. Vous vous rappelez de cette sortie de scène, interview en grande pompe avec Claire Chazal, évidemment. Mise en scène, c'était pathétique. J'aimais beaucoup Brahim, c'était quelqu'un de formidable. J'ai eu la chance de faire une des dernières émissions avec lui, chez lui d'ailleurs. Et c'était un homme vraiment de goût, très intelligent, très très cultivé, qui était né en Algérie d'ailleurs, pour la petite histoire. Ouais. Et qui... il est enterré d'ailleurs à Ravdaya. Absolument. Et dont le frère est encore ici. À Ravdaya. Ouais. C'est quelqu'un de formidable, vraiment très très cultivé, très intéressant, et on pouvait discuter des heures avec lui, c'était un régal. Il aurait fait un bon chroniqueur dans cette émission. Excellent chroniqueur. En plus, il y a une petite touche d'humour qui est rapportée, qu'on n'a pas forcément tout le temps, mais là, il l'avait lui. Ouais, ça aurait été sympa, tiens, avec Abina, avec d'autres personnes, avec Pierre Henry, tiens, j'imagine. Le massacre. Ça aurait été mortel, là. Ça serait animé. Avec Pierre Henry. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on l'oublie pas évidemment, et puis grande pensée à ces 2 garçons, à toute sa famille, à son frère évidemment, Youssef, et à toute la famille, et puis à l'ensemble de la radio évidemment, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui, un peu grâce à lui. Avec Tarek Mami, ils ont fondé cette radio en 1987. Tarek Mami qui ne l'oubliera jamais d'ailleurs, je l'entends tout le temps, et qui... je suis en train de finir un portrait de Haj Brahim, et donc on va essayer de le mettre en bonne place dans la radio pour l'accueil. Bon, et bien voilà, en tout cas, c'était pour te dire, Brahim, qu'on ne t'oublie pas et que je sais
de là-haut que tu dois nous scruter, nous observer, nous critiquer parfois, hein, nous dire qu'on en fait trop, que Abina part trop dans l'excès. C'est vrai. Ça peut arriver, voilà. Allez, dans un instant, on va se poser une question importante, les amis. Au vu de ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, quel est où on peut se situer en tant que franco-maghrébin? Comment doit-on regarder cette crise? Est-ce qu'on doit... Alors que Nasser est en train de servir le thé, vous l'entendez? Voilà, on en reparle ensemble. C'est vraiment une question très intéressante, évidemment, qu'on va se poser ensemble. 01 40... Nasser, c'est Mr. T. Mr. T, vous vous 01 40 33 9000. Comment doit-on réagir face à cette crise à cette crise politique algéro-marocaine? On en parle dans un instant avec vous. Ali, Gamal et Nasser. Sabrina n'est toujours pas là. Hein. Toujours, mais va pas l'arriver là. Je lui envoie un message. Sabrina, que fais-tu? Viens vite. On t'attend, l'émission c'est maintenant. En fait, elle va arriver juste au moment où on va parler de Mélenchon, elle. Je la connais, là, comment c'est Sabrina. Attention, hein. Restez avec nous sur France Maghreb 2, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, émission de référence tous les jours 16h précise. On démarre avec aujourd'hui Gamal Abina, Nasser Lajili, Ali et Sabrina Nouri qui nous rejoint dans un instant. Pour l'heure, nous allons parler se poser cette question au vu de ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Vous le savez, tous les épisodes que je ne vais pas refaire ici. Il est bon d'en parler ensemble et d'essayer de voir comment se positionner en tant que franco-maghrébin. Est-ce qu'on doit voir ça de loin? Est-ce qu'on doit voir ça de près? Est-ce qu'on doit se sentir impliqué? La question est posée. De quel œil vous regardez cela? Est-ce que voilà, c'est un œil dépassionné ou un œil au contraire passionné que vous voyez cela? Voilà, est-ce que vous scrutez ce sujet? Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc? On en parle avec vous. Gamal Abina, première question. Toi en tant que franco-maghrébin, voilà, on te sait algérien pour le coup. Par rapport à cette crise entre le Maroc et l'Algérie, quel est ton regard, quelle est ton analyse des choses et de quelle manière tu vois cela et de quelle manière les franco-maghrébins devraient voir ça? Déjà, je te remercie d'une chose, c'est de dire franco-maghrébin. C'est important parce que nous sommes maghrébins. C'est des peuples frères, ça ne se discute même pas avec les frontières. Elles sont l'héritage malheureux, le malheureux héritage de la colonisation. Donc moi, je suis un pro Abdelkrim Khattabi, qui était marocain, rifin, et qui voulait la libération du Maghreb, ce qui veut dire Occident en arabe. Donc nous sommes tous le Maghreb, c'est pas le Maroc, c'est toute l'Afrique du Nord. Nous sommes tous les enfants d'Abdelkrim Khattabi, c'est lui qui a inspiré la révolution algérienne et qui a permis la libération de la Tunisie et du Maroc par la suite. Nous sommes tous une seule nation, un seul peuple et une seule religion, malheureusement. De l'autre côté, il y a des dirigeants, pour des raisons internes, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques très graves aujourd'hui et très dégradées, particulièrement au Maroc, qui ont décidé de s'embrouiller pour le plaisir de l'embrouille. Alors ça, je ne participe pas de ce jeu-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Maroc n'a plus de gaz. 97% des besoins. C'est le peuple qui souffre, c'est pas les dirigeants. Aujourd'hui, l'Algérie, il y a des tensions violentes internes par rapport à ce qui s'est passé en Kabylie et chez moi à Gigel et un peu partout d'ailleurs, après les feux de forêt. Ça a créé de grandes tensions par rapport à la question interne algérienne, sur les questions identitaires. Tout ça doit nous intéresser. Alors en tant que franco-maghrébin et franco-algérien, puisque c'est surtout l'Algérie en substance que je vois dans l'histoire, c'est que l'Algérie est le pilier de l'Afrique du Nord et ne doit surtout pas tomber dans un piège stupide de conflit direct ou indirect avec le Maroc. Il faut sortir de ce piège. Il faut sortir par ce qu'on appelle la paix des braves. C'était Yasser Arafat qui avait utilisé ce terme. Il faut sortir par là. Pourquoi? Parce que si on rentre dans un conflit qui est demandé à corps et à cri par Israël et par certains occidentaux, on n'en sortira jamais. Les peuples Algériens et Marocains sont frères et ne se discutent même pas là-dessus. Nous sommes très très proches pour des raisons multiples, historiques et culturelles. Et il ne faut plus tomber dans ce piège. Donc ce que j'ai envie de passer comme message au niveau de la base populaire, ne tombez pas dans cette division. Elle est fabriquée de toutes pièces par les occidentaux. On doit libérer le Maroc, c'est vrai. On doit libérer le Maroc de Ceuta, Melilla. On doit libérer le Maroc sur les îles qui sont encore occupées par les Espagnols. On doit libérer le Maroc parce que c'est un pays qui est en difficulté économique et il doit être accompagné. L'Algérie, c'est le grand frère, c'est pas le petit frère. Donc il faut plutôt avoir cette perspective plutôt qu'une perspective de rupture qui ne sert à rien. Ali. Alors, bon, un sujet complexe. Hein. Oui. Non mais c'est très intéressant parce qu'il faut qu'on arrive à se poser la question. C'est vrai qu'on on analyse des choses, on essaie d'avoir des positions et en tant que franco-maghrébin, voilà, de regarder ce qui se passe dans nos pays d'origine. Ouais, tout à fait. Nous qui vivons en Europe, on a vu que l'Europe, elle s'est construite au fil du temps avec la communauté européenne et aujourd'hui un agrandissement 25-27 pays. Et on s'aperçoit qu'en fait, au Maghreb, qu'est-ce qui se passe depuis des décades et décennies, hein, depuis leur indépendance? Il n'y a aucun modèle, quelque part, économique, c'est ce qui est dommage, alors que, paradoxalement,
on a la même culture, on a la même langue, on a la même religion et on a la même histoire. L'Europe, 27 pays se réunissent, n'ont pas la même langue, n'ont pas la même histoire, dans certains cas, pas forcément, oui, la même culture, et pas, dans certains cas, pas toujours la même religion. Absolument. Donc on s'aperçoit qu'en fait, il y a plus de choses quand même qui nous unissent, qui nous divisent. Alors, quel est le rôle que nous, on peut avoir ? Il ne faut jamais oublier, moi j'aime bien faire l'histoire, il ne faut jamais oublier que nos parents, que ce qu'ils soient algériens, tunisiens ou marocains, ont quitté leur pays, souvent pour des raisons économiques, pour un monde meilleur, pour avoir une vie meilleure. On se doit, nous, aujourd'hui, en étant en France, les citoyens français, de dire, bon ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va s'amuser à prendre parti pour le Maroc ou pour l'Algérie ? C'est ce qui se passe chez beaucoup, hein. Oui, on le voit sur les réseaux sociaux. Tout à fait, mais parce que ça alors là, agissent comme s'ils étaient d'ailleurs les dirigeants de leur propre pays. Oui, mais parce que nous, malheureusement, on a gardé toujours un peu la trace de nos parents. Et nos parents, on est encore dans la différence entre Algériens et Marocains. Alors, il faut quand même rappeler un peu à nos parents, on ne doit pas vivre à l'heure de nos parents, on doit les respecter. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, des Algériens qui se marient avec des Marocaines, hein, on a des mariages mixtes, des Tunisiens. Ma soeur a épousé un Tunisien. Ma sœur a épousé un Marocain. Voilà, il y a de tout. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'il y a à mettre en avant, c'est la Ta sœur, elle a épousé un homme. Pardon ? Ta sœur, elle a épousé un homme. Oui, tout à fait. Non, mais je disais, c'est par rapport à nos parents, parce que quand tu parlais avant sur les réseaux sociaux, tout ça, moi j'ai parlé avec un ami à Alger pendant 1h30 hier. Il m'a dit, non, on ne tombera jamais dans ce panneau de division avec le peuple marocain. Pour rejoindre ce que dit Gamel, on est des peuples frères. Alors, pardon de te couper, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, là où il n'y a pas de doute, effectivement, les peuples sont des peuples frères. Cependant, dès qu'on commence peut-être à émettre des hypothèses ou un avis ou une analyse qui peut être d'ailleurs hostile concernant l'un ou les deux pays d'ailleurs, peu importe, on devient tout de suite anti ou pro. Et ça, c'est très gênant. Et on ressent ça chez les nationalistes notamment, qui tout de suite sont dans l'invective. Tout à fait. Parce qu'on n'a pas la culture, Christophe, de la... Si on va émettre une critique par rapport au Maroc ou par rapport à l'Algérie, on va être tout de suite qualifié d'eux. Et ça, c'est très ennuyeux. Moi, personnellement, je ne cède pas à ce petit chantage de bas étage. Pour moi, on regarde les faits, on peut tenter d'analyser, comme on peut tenter d'analyser un autre sujet dans le monde, tu vois. Oui, parce qu'on n'a pas la critique, parce qu'on n'a pas l'habitude, et cette habitude qui est la notion de disputation, de discuter et de ne pas avoir les mêmes avis. On doit toujours... Alors moi, par exemple, c'est pas parce que je suis d'origine algérienne que je dois défendre ce que la politique algérienne ou les gouvernements algériens mettent en place. Moi, je suis contre avec eux sur différents... Mais complètement... on est sur le plan économique, plan culturel, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se met en place, j'ai peut-être mes idées à moi, mais je suis pas un ambassadeur. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens ici s'approprient la notion d'être des espèces de défendeurs. Et tu défends rien du tout. Ça. Tu défends rien du tout. Ce qui est te mettre en avant. Et puis le risque, c'est quoi ? Et là, je rejoins Gamel ce qu'il dit, c'est qu'à la limite, quand on se dispute, on en a parlé la dernière fois en off, on se dispute quand on est puissant. Or, ces pays aujourd'hui ne valent pas grand-chose. PIB, sur le plan économique. PIB à 2, on peut dire. Le PIB à 2 de l'Algérie et du Maroc cumulé, donc vraiment c'est la honte, faut être honnête. C'est à peu près 250 milliards. C'est au maximum 300 milliards, on va être généreux, bonnes années. 300 milliards, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à 1/10 de la France. Alors que, population cumulée, on est à 90 millions d'habitants. C'est une honte. On a un territoire qui est 5 à 6 fois supérieur à la France. Et on a un PIB marginal, voilà, sur des pays rentiers quand même. Alors, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de concurrence, de compétition. Oui, l'Algérie, le Maroc, c'est mieux que l'Algérie. La Tunisie, c'est mieux que l'Algérie, et ainsi de suite. Sincèrement, si tous ces pays, je parle de ceux qui habitent en France, les trouvent bien, qu'ils y retournent, hein. Oh, c'est du Le Pen. Non, pas du tout. Moi, j'étais avec des amis, ils me disaient, le Maroc, c'est bien, l'Algérie, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne. Il me dit Casablanca, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Donc, nous, aujourd'hui, au contraire, on doit montrer qu'on a une certaine maturité. Voilà. On n'est pas là pour, effectivement, cautionner ce qui s'est passé. Il peut y avoir des erreurs. En plus, et ce qui est important, on n'a aucun élément aujourd'hui sérieux, tangible, pour pouvoir apprécier, juger et jauger les événements qui sont passés. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas même commencer à dire si c'est erreur de la part des autorités marocaines, ça, ils vont discuter avec les autorités algériennes. Si c'est erreur de la part de monsieur qui roulait camion, qui rentre dans une zone qui n'était pas dédiée, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi le risque ? On parle de côté belliqueux de guerre. Sincèrement, si demain matin, on s'amuse à rentrer dans un côté guerrier, le problème, c'est pas de commencer de la guerre, c'est de la terminer. Comment la finir ? Là, comment on la finit, je ne sais pas du tout comment est-ce que demain matin, on peut finir. Donc, restons tranquilles, restons calmes. Au contraire, moi, je pense que nous, depuis la France,
on a une opportunité, c'est toujours d'exporter la paix, d'exporter un modèle et d'exporter nos idées, que ce soit vers l'Algérie ou vers le Maroc ou vers la Tunisie, et non pas de rentrer dans ces discussions, sincèrement, qui sont stériles et qui ne servent absolument à rien du tout. Il y a une chose importante. Nasser, pardon. Nasser. Non, mais alors, je trouve que c'est hyper intéressant ce qui est dit, et j'ai l'impression que on n'a pas conscience qu'en vérité que c'est en France que ça existe, ça. Quand on va au Maghreb... comment ? C'est-à-dire je veux dire, la division, elle n'existe pas quand on va dans ces pays. Quand on va au Maroc, les frontières sont fermées. Oui, mais quand on va discuter, quand on va discuter avec des Marocains, ils vous critiqueront jamais les Algériens. Ouais. Quand vous allez en Algérie, ils vont jamais critiquer les Marocains. Donc, pour moi, il est là l'essentiel. C'est du franco-maghrébin qui existe en France, point barre. Moi, j'ai jamais vu de discussion sereine quand on commence à débattre avec des Marocains et des Algériens. Aujourd'hui, est-ce qu'il est autorisé de critiquer les gouvernants aujourd'hui de ces pays quand ils font les choses qui sont pas bien? Donc, quand on regarde le Maroc qui a normalisé la discussion et l'échange avec Israël, on peut être critique avec sa politique locale. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une connerie sans être taxé de absolument, mais quand on dit... je termine juste... Non, mais ce que je viens de dire là, très important, je corrige quand même. C'est pas normalisé. Je déteste ce terme. La relation. C'est faire la paix avec Israël. C'est ça qui s'est passé. Ils ont fait la paix, c'est tout. Mais... tous les pays ont fait des conneries. Tous les pays font des conneries. Ils ont fait la paix avec Israël depuis bien longtemps. Non, sauf que là, ça a été officiel, c'est tout. Le peuple marocain n'a pas fait la paix avec Israël, mais les dirigeants, oui. Les dirigeants, là. Donc, quand on fait la paix avec un pays, il faut utiliser le terme exact. Dans la normalisation, ça signifie relation de paix. 4 pays arabes l'ont fait. Le Maroc a suivi les 4 pays arabes. C'est fait par un tweet de Donald Trump. En échange de... Mais pendant ce temps-là, c'est l'Occident qui est en train de mener la politique dans nos pays. Et c'est triste à dire, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on est tombé dans le piège de la division, alors que eux, de l'autre côté, ils sont en train de s'amuser, en train de regarder les pays arabes en train de se battre. Ouais. Donc, voilà. Quand on peut être critique envers la politique du Maroc, quand ils font la paix, entre guillemets, avec Israël, quand on peut être critique aussi envers l'Algérie, quand elle refuse de faire venir des Algériens où ils font payer des billets d'avion à 1200, 1300 euros, ce qui est inacceptable. Et quand on constate... Et il n'y a pas de place. Et il n'y a pas de place. Donc, effectivement, mais dans tous les pays, même en Tunisie, pareil. Donc, moi, personnellement... Surtout en Tunisie. Mes enfants ont... je veux dire, ils sont tunisiens, algériens et marocains. Tant mieux. Donc, mon épouse a la double nationalité, donc elle est franco... Je veux dire, elle est... Donc, c'est le Maghreb chez toi. Maroc, mais on n'a jamais parlé de savoir qu'est-ce que tu es. Est-ce que tu es tunisien? Est-ce que tu es marocain? Ou est-ce que tu es algérien? Non. C'est pour moi, voilà, on est... moi, j'allais revenir au fondement quand même des choses. Nation. Après la pub. Après la pub. Ah oui, parce qu'il y a de la pub. Et on aura Tarek Pami aussi, qui est avec nous et qui nous rejoint, que je salue d'ailleurs, cher Tarek. Juste le temps d'une petite pause et vous aurez évidemment un petit mot à dire, j'en suis sûr, pour notre ami, le cofondateur de cette radio, Brahim Hasmaili. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, émission de référence avec Gamal Amina, avec Monsieur Ali, avec Nasser Lajili, notre invité aussi, mon ami Jamal Lamri, qui sera avec nous dans un instant pour nous parler d'une exposition qui démarre jeudi. Et j'en suis sûr que ça va t'intéresser, mon Gamal, puisque c'est une exposition sur l'histoire de l'islam et des musulmans en France de 720 à 2021. Ça démarre donc à partir de jeudi. Jamal viendra nous la présenter dans un instant. Juste auparavant, Tarek Pami est avec nous. Tarek, bonjour. Bonjour Christophe. Nous sommes le 8 novembre, cher Tarek. Il y a 10 ans, la radio perdait un être cher, perdait une partie d'elle-même finalement, qui s'en est allée ce jour-là. Tout à fait. Alors nous sommes le 8 novembre, 10e anniversaire triste du décès de notre ami Brahim Hasmail. Je regrette de ne pas être dans les studios ce jour pour prendre la parole et pour dire mes sentiments. Les obligations professionnelles m'en tiennent éloigné, ce qui ne m'empêche pas d'intervenir quand même pendant quelques minutes pour lui rendre cet hommage, un hommage que nous lui rendons au quotidien, puisque le studio dans lequel France Maghreb 2 émet la totalité de ses émissions porte son nom, le studio Brahim Hasmail. On le voit sur la chaîne YouTube, on le voit sur les différentes photos, on le voit avec les chroniqueurs. Donc Brahim Hasmail, il est parti il y a 10 ans, mais il est toujours avec nous, dans nos cœurs, et j'allais dire presque physiquement, puisqu'on voit son nom tous les jours. Il est parti juste avant les fameux événements de la pseudo-révolte et printemps arabe. Il est parti juste avant
les élections présidentielles de 2012 qui ont vu donc M. Sarkozy tomber, et il se faisait un plaisir de vivre avec nous ces élections, puisque le printemps arabe n'était pas programmé, mais les élections étaient programmées au mois de mai 2012, et ça doit être l'un de ce regret de ne pas avoir été à nos côtés à cette période. Mais il doit être fier là-haut de nous voir travailler, puisque depuis son départ, la radio a pris un nouveau développement qui est dans la continuité de la création de la radio. Je rappelle que la radio a été créée et fondée le 7 novembre 1987. Et ironie du sort, donc Brahim Hasmaïl va partir, va mourir le lendemain d'un anniversaire que nous devions fêter, celui du 7 novembre 2011. Il est parti juste avant, parce qu'il est tombé malade 3 jours avant, et en 3-4 jours, il est parti. Et donc, ce qui devait être une de nos fêtes en 2011 est devenu un jour de tristesse. Ce jour de tristesse que nous dépassons tous les jours, chaque fois que nous obtenons une nouvelle fréquence, chaque fois que nous obtenons un nouveau trophée que notre radio obtient, on ne peut que lui rendre hommage, puisque c'est avec lui que j'ai lancé cette aventure, cette belle aventure, qui fait qu'aujourd'hui, France Maghreb 2 est une radio à la fois nationale et sur tous les réseaux, entre FM, DAB, réseaux sociaux, et qui a aujourd'hui une notoriété, une crédibilité qu'elle n'avait pas, bien sûr, lors de sa création en 1987, ni en 2011, où elle commençait à obtenir ses premières fréquences en province, Clermont-Ferrand et Dijon notamment. Et donc, c'est tout ça qui se bouscule comme souvenir en mémoire quand je pense personnellement à Brahim Hasmaïl, au-delà donc de notre amitié, puisque moi j'ai rencontré Brahim Hasmaïl par le hasard de la vie du côté des universités Sorbonne et Vincennes et Saint-Michel, en gros dans les années 75, 76, 77, et depuis on ne s'est jamais quitté, de 1976 jusqu'à son décès en 2011, avec une amitié à la fois forte, faite de franchise et de confrontation d'idées, et c'est lui qui a eu cette idée qu'on crée ensemble cette radio, en me disant, pareil, que dans la communauté, l'écriture et la lecture est un privilège pour quelques-uns qui ont eu la chance d'aller à l'école. Par contre, le conte oral et la transmission orale est quelque chose de fondamental. Il n'y a qu'à voir ce qu'on appelle en Algérie les bouqalettes pendant le mois de Ramadan, donc les histoires et les anecdotes. Il n'y a qu'à voir les histoires de celui qu'on appelle au Maghreb Jouha, et qui raconte toute la drôlerie de l'histoire. Il n'y a que voir comment des gens, par exemple des non-voyants, apprennent par cœur le texte coranique qu'ils ne peuvent pas lire, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas le braille, et donc qui me disait toujours la mémoire et la parole est l'instrument de la transmission de la mémoire, et donc c'est pour ça qu'il nous faut une radio, parce que nous aurons beau ouvrir une librairie, nous ne pourrons pas toucher, jamais toucher, autant de personnes que des gens qui écoutent et qui interviennent à la radio. Et donc la radio pour nous, c'est l'instrument de communication, c'est l'instrument de transmission et c'est même l'instrument de la construction des individus qui peuvent, à travers la radio, chez eux, à l'hôpital, en prison, dans une voiture, écouter par exemple le débat d'aujourd'hui, le Grand Forum, et apprendre et intervenir, puisque la règle de France Maghreb 2, c'est la radio des auditeurs. Les auditeurs interviennent dans toutes les émissions. Et donc tout ça fait que c'est à la fois, on pourrait presque dire, une journée joyeuse pour nous, puisque nous avons pu tous ensemble construire cette radio, mais également une journée triste, puisque cette journée nous marque, nous rappelle qu'en définitive, comme on dit dans notre culture arabo-islamique, nous ne sommes rien sur terre, nous sommes de passage, et que tous les égaux et tous les vandardises se terminent sous terre, pour tous, qu'on soit croyants, pratiquants ou pas, et que l'essentiel, c'est de ne pas oublier les autres tout au long de sa vie, au jour le jour, pour se rappeler, et dans la religion musulmane, pour se rappeler de ce qu'il y a de mieux en eux, parce que ce qu'il y a de mal en eux, s'il a existé, il a disparu avec la mort, alors que ce qui reste de bien, c'est le bien qui a été fait. Et donc, j'allais dire, au compte positif de notre ami Brahim Hasmaïl,
c'est la création de la radio. Une radio ne se crée pas par une seule personne, mais elle peut être construite sur l'idée d'une personne, et on l'a construite tous ensemble, hier, avant-hier, aujourd'hui, et si Dieu veut, demain. Mais c'est en partant de cette belle idée que cette communauté mérite mieux que ce qu'elle avait en 87, et que cette communauté franco-maghrébine, dont le principe, c'est la citoyenneté, l'égalité et le vivre ensemble de tous, avec tous, dans ce pays, même quand on traverse des tempêtes comme nous le vivons aujourd'hui, c'est la radio qui nous permettra de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, ce que nous pesons positivement dans notre pays, la France, contrairement à tous ceux qui voient en nous, comme dirait l'autre, des Français de papier. Tout ça, c'est aussi Brahim Hasmaïl. Brahim Hasmaïl, c'était quotidiennement un billet qu'il s'efforçait d'écrire en courant dans tous les sens pour qu'il soit à l'antenne à 19h tapant entre diffuser le soir. Mais tous les jours que Dieu fait, c'est un billet sur l'actualité du jour, toujours afférente, toujours nette, toujours précise et sans concession pour les uns et les autres. Brahim Hasmaïl, c'était aussi pour nous, pendant tout le mois du Ramadan, alors que chacun de nous rentrait ce soir, nous, ça veut dire nous tous, musulmans de France, pour dîner à la maison, Brahim Hasmaïl se trimballait avec un mini-studio mobile à l'époque pour donc faire tous les soirs une émission qui s'appelait Ramadaniyat, c'est-à-dire les nuits du Ramadan, une icône dans le monde de la radio pour faire découvrir une association, une mosquée, un café, une maison de retraite ou une maison, puisqu'on a tourné, il a tourné, j'ai tourné, on a tourné ensemble dans des familles maghrébines pratiquantes, dans des familles non maghrébines converties à l'islam et dans des familles qui ne sont ni musulmanes ni d'origine maghrébine pour savoir comment la France vivait tout ça. Et Brahim Hasmaïl, avec Brahim Hasmaïl, on a installé un studio dans un restaurant qui s'appelle le Mianis. Je vais me permettre de faire un peu de pub pour une fois à ce restaurant, le Mianis, qui est au 132 boulevard, donc Ménilmontant à Paris, 20e métro Ménilmontant. Et Brahim Hasmaïl avait un studio à demeure, et donc il faisait ses émissions, pas exemple pendant le Ramadan, mais tout au long de l'année, quand on avait un invité, il pouvait le recevoir pour dîner, pour boire un café et pour faire une émission. Et on était toujours, on accroche à la fois avec l'actualité et l'extérieur, parce que pour nous, une radio, c'est pas un studio. Une radio, c'est une parole qui sort des micros de la radio, en tout cas des enceintes de la radio, quel que soit l'endroit dans lequel on s'installe pour donc faire cette émission. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'avoir toutes ces idées qui se bousculent dans la tête pour rendre hommage à notre ami Brahim Hasmaïl, qui aujourd'hui donc aurait été heureux d'être dans ce studio qui aurait pu porter un autre nom pour participer au genre d'émissions que nous avons aujourd'hui, notamment sur la question donc des rapports de la crise politique entre l'Algérie et le Maroc, qui au passage le mot normalisation revient à ceux qui imposent les mots pour imposer les idées, parce que normalisation, c'est comme si ne pas avoir de relations avec Israël quand on connaît le drame palestinien serait anormal, et que la normalité nous ramènerait à faire donc de relations. On n'a jamais parlé de normalisation quand le président Obama a établi pendant quelque temps les relations avec Cuba. On a parlé d'établissement de relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, et pas de normalisation. Mais pour le monde arabe, il y a toujours deux mots qui viennent d'ailleurs, qui s'imposent à notre débat. Ibrahim aurait été heureux ce soir de nous faire son billet. Cher Christophe, vous le connaissez par cœur, dormez bien dans le sigle, dans la signature, et dormez bien, braves gens. La Terre tourne, mais elle tourne sans vous, ça veut tout dire, et donc il aurait été heureux de nous faire aujourd'hui un billet sur le mot normalisation avec Israël, avec donc tout le tenant et les appétissements de cette idée. Voilà, donc, comme dit l'autre, on peut tout dire sans rien dire, et il faudrait des minutes et des minutes pour parler d'Ibrahim Hasmaïl pour nous. Les auditeurs, beaucoup le connaissent, beaucoup l'ont regretté, beaucoup se demandent qui c'est
ce Brahim Hasmaïn dont on parle très souvent à la radio. Brahim Hasmaïn est d'abord un jeune Algérien originaire du Mzab qui a fait ses études à Alger, qui est devenu l'un des premiers journalistes sportifs algériens en 1962, quand les colons, quand la France coloniale a rapatrié l'ensemble donc de ses membres, notamment des journalistes de la radio algérienne, et qu'il fallait au pied levé remplacer ces journalistes par d'autres personnes, et il fallait trouver des gens qui maîtrisaient la langue française pour pouvoir donc être journaliste. Ibrahim a été l'un des tout premiers journalistes sportifs, commentateur de matchs de foot en 1962. Par la suite, il est parti vivre quelques années à Londres avec notre ami, un autre ami qui a disparu, Sami Boumengel. Et après, il est venu à Paris dans les années 74-75 pour reprendre des études de sociologie et pour devenir enseignant donc à l'INALCO, donc l'Institut national des langues étrangères, mais aussi pour être le premier membre du comité central du Parti socialiste, parti qu'il va quitter quand le président Mitterrand décide d'aller participer à la guerre d'Irak. Voilà un petit peu, et par la suite, donc, ou juste avant, on a créé ensemble cette radio France Maghreb, et depuis 87, l'idée c'était qu'on était à la fois des bipèdes, nous marchions sur deux pieds, ces deux pieds sont la France et le Maghreb, c'est pour ça que cette radio, on l'a appelée ensemble et à deux France Maghreb, et on l'a jamais appelée Radio X ou Radio Y, ou Radio Éclair ou Radio Espoir. Parce qu'on voulait que celui qui entend le nom sache à la fois que nous sommes citoyens français à 100%, mais que nous sommes originaires directement ou par nos parents du Maghreb à 100%, et que nous assumons à égalité ces deux parties que nous sommes. Et on a toujours dit qu'il y a des Français bretons, géographiquement, des Français corses, des Français alsaciens, et on va leur rajouter les Français maghrébins. Donc on s'identifie par une région, une géographie de naissance, pas parce que les autres nous attribuent comme qualité ou comme défaut, surtout comme défaut en ce moment. Et donc ce sont l'ensemble de ces qualités d'être né quelque part, comme dit la chanson, quelque part où on n'a pas choisi, mais d'avoir voulu participer et d'être citoyen à 100% de ce pays qu'est la France, avec ses qualités et ses défauts d'hier et d'aujourd'hui. Et donc Brahim Hasmaïl était à mes côtés, était avec moi, était devant moi, avec toutes ces qualités qui nous permettent aujourd'hui de parler pendant une vingtaine de minutes pour cet hommage, parce que il y a, et j'en termine là, à la fois la relation humaine, l'amitié, et la réalité et le programmatisme de ce que nous avons pu faire ensemble pour qu'aujourd'hui vous soyez, chers amis, chroniqueurs de la radio, chers amis avec IE, auditeurs et auditrices de la radio, en train d'écouter le fruit et le résultat de ce travail suggéré par Brahim Hasmaïl et construit par beaucoup. Merci Tarek. Et puis, je donne à l'équipe de la radio rendez-vous mercredi soir pour qu'on puisse tous ensemble dîner, pas dîner, prendre un pot ou pas, mais en tout cas nous retrouver à l'occasion de cette de ce triste anniversaire dont nous souhaitons faire une heureuse rencontre, un heureux rendez-vous, parce que la vie continue au-delà des hommes. J'ai toujours dit que la bataille des idées doit se gagner, mais surtout, que les actes des hommes les poursuivent après leur décès, après leur mort. Merci à vous. Merci Tarek, merci beaucoup pour ce très bel hommage en tout cas à votre ami Brahim Hasmaïl, à notre ami à tous. Voilà, merci beaucoup Tarek. Effectivement, et c'est grâce à lui d'ailleurs que nous sommes là aujourd'hui, hein, en partie, bien sûr. Et on y sera mercredi soir, Gamal. Absolument. Voilà. En plus, deux hommages qu'il a été rendus, puisqu'il a aussi parlé de notre ami Sami Boumengel, qui nous manque aussi beaucoup.
Pareil, il est parti à une vitesse hallucinante. Je l'ai vu juste la veille à l'hôpital. C'est très très dur parce que c'est quand même des pointures intellectuelles. On n'a pas tant que ça, qui partent très jeunes finalement. Ils n'avaient pas 70 ans. Haj Brahim, il avait juste 60 ans. Et donc c'est très compliqué. Il venait juste d'être à la retraite. Absolument. Retraité, mais pas retraité. Il voulait se consacrer un peu plus à la radio d'ailleurs. Toujours intellectuellement vif. D'ailleurs, comme je vous dis, j'avais fait la dernière émission chez lui, parce qu'il avait un petit poste là-bas spécialement équipé pour faire des émissions à domicile. Et vraiment, c'était une soirée extraordinaire. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il nous quitte. Très caractériel, hein, Brahim. Oui, mais intéressant. Un Algérien pur sang. Oui, un sanguin, mais intéressant, riche. Ouais. Franchement, c'est un personnage qui était haut en couleur. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'imagine parfois quand on a des débats enflammés ou le voir dans nos studios, ça aurait été mémorable. Un tourbillon. Ouais, il aurait pu vous remettre à votre place là, sans problème. Allez, dans un instant, notre invité il est là, mon ami Jamel Lamri. Comment ça va, mon Jamel ? Très bien, mon cher Christophe. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Oui, ça fait très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Oui, il paraît que tu es devenu docteur. Oui, entre-temps. Docteur en quoi ? En histoire de l'islam contemporain. Ah oui. Félicitations. Ouais. Merci. Monsieur docteur Jamel Lamri. L'Académie française, c'est fini ? Ça continue encore. Mais toi, t'en es plus à la tête. Si, toujours. Ah donc voilà. Si, toujours. Président fondateur de l'Académie française de la pensée islamique. C'est ça, voilà. On devait faire normalement un colloque, mais avec la deuxième vague, le deuxième confinement, ça a été compliqué. On est à la veille d'une 5e vague apparemment. Paraît-il. Ouais. C'est chaud. Hein. Bon, Jamel, on va parler d'une exposition que tu es venu nous parler dans un instant. Justement, ça parle de ton sujet que tu maîtrises à merveille, hein, j'ai envie de dire, sur l'histoire de l'islam et des musulmans en France de 720 à 2021. Il y a de quoi faire, de quoi dire, hein, les amis. Restez avec nous, Jamel Lamri, dans un instant sur France Maghreb 2. On n'a toujours pas retrouvé Sabrina Nouri. Je vous le dis direct. À mon avis, elle a été capturée par l'équipe Mélenchon là. Attends, je t'ai demandé la création. Non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est pas... Merci. On attend. Et vous allez voir, elle va arriver juste au moment où on va faire notre débat sur l'équipe sur la gauche. Vous allez voir. Je la connais. Hein. À tout de suite. Oui, le Grand Forum, émission de référence sur France Maghreb 2, ça commence à 16h précise et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Cette semaine, un peu plus que décourtée, on prend un petit week-end rallongé pour le coup. Voilà, on est là jusqu'à mercredi avec des plateaux bien garnis. Comme aujourd'hui, comme notre ami Ali qui est avec nous, Gamal Abina, Nasser Lajili, et notre invité qui est aussi un ami, voilà, notre ami Jamel El Amri qui est avec nous. Docteur, alors, c'est docteur en quoi exactement, Jamel, rappelle-moi ? En histoire de l'islam. Histoire de l'islam, voilà, de l'islam. Et justement, tu viens nous parler d'une exposition qui va démarrer, je crois, à partir de jeudi, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, l'idée de cette exposition, d'abord, qui s'appelle l'histoire de l'islam et des musulmans en France de 720 à 2021. Pourquoi avoir voulu créer cette exposition, Jamel ? Alors, si tu me permets, Christophe, je t'en prie. Il y a d'abord tout un travail d'ancrage au niveau local. Oui. C'est-à-dire que l'histoire commence dès 2014. Oui. Et entre 2014 et 2018, on emmène chaque année quasiment une cinquantaine de jeunes d'Épinay-sur-Seine et aux alentours. Je crois que l'équipe de la radio en a fait partie d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, Tarek Mami, un des fondateurs de la radio, oui, qui était présent d'ailleurs en 2015, quand on a emmené 50 jeunes spinaciens à Verdun pour commémorer l'ensemble des soldats morts pour la France, de culte musulman, israélite ou chrétien ou affilié. Donc ça, c'était en même temps, c'était voilà, les 100 ans de la commémoration de la Grande Guerre. Et à partir de 2018, après ma thèse de doctorat, et parce que Malek Benabi, je l'aime beaucoup, mais j'avais besoin de faire une pause. Oui. Du coup, je suis parti un petit peu sur ce sujet, en fait, qui a déjà été traité d'ailleurs il y a une quinzaine d'années par Mohamed Harkoun dans un ouvrage magistral de 1000 pages, où il y avait 70 historiens qui avaient été sollicités pour cette encyclopédie de l'islam en France. Et moi, je me souviens qu'en tant que conférencier, je citais un certain nombre de références historiques et je voyais l'effet que ça faisait sur un certain nombre, sur l'auditoire. Jeunes, moins jeunes, musulmans, non musulmans, garçons, filles. Ça faisait à chaque fois les mêmes effets, un effet iconoclaste. Ça cassait des images que l'on pouvait avoir de l'islam et des musulmans dans sa profondeur historique, en fait, dans son ancrage en France. Ouais. Et donc, à partir de 2018, j'ai animé des séminaires. Et de ces séminaires-là, finalement, il y a eu encore un peu plus d'envie d'aller encore un peu plus loin. Et là, je me suis dit, voilà, effectivement, je participe à des colloques, je fais des conférences, j'ai obtenu ma thèse de doctorat. Mais Mohamed Harkoun avait déjà fait son ouvrage il y a 15 ans.
et on voit et j'ai pu observer très peu d'impact. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait aller il fallait aller peut-être être là où on nous attendait pas. Et donc aller dans le domaine de la culture. Parce que qu'on le veuille ou non, la France, c'est un pays de culture. Un grand pays de culture. Si on prend la Révolution française, elle est précédée d'un siècle de culture, de changement, et c'est par le biais culturel que l'on fait changer la France. Peut-être sans doute même plus que la politique, mais je me garde bien de trop le dire face à mes amis chroniqueurs qui sont là, qui pensent également que la politique est importante. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut changer, si on s'inscrit sur du moyen et du long terme, je pense qu'il faut, à côté du politique, il faut de la culture. Ouais. Donc, et c'est là où on a imaginé cette exposition que j'ai co-construite avec 10 jeunes d'Épinay-sur-Seine. Ouais. Et voilà, c'est un mouvement qui est à l'œuvre. Il y a mon livre qui sort également sur le même sujet. Et déjà, dès le 21 novembre, la fin de l'exposition, elle sera itinérante à travers toute la France. Et avec ces mêmes jeunes et avec d'autres, on est déjà sur l'écriture d'une pièce de théâtre sur ces sujets-là. Formidable. Alors, cette exposition, jusqu'au 21 novembre, on pourra la voir où exactement ? Alors, à l'espace Mendes France, 23 France, à Épinay. Rue de Paris. Oui, à Épinay-sur-Seine. Ouais. Alors, l'espace Mendes France, c'est l'ancienne bibliothèque Espace Mendes France. Ouais. Donc, c'est la mairie d'Épinay-sur-Seine que l'on salue au passage, qui nous a mis à disposition en tant que partenaire cette salle à titre gracieux. D'accord. Et après, cette exposition sera amenée à voyager en France ? Oui. Alors, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, vas-y, mais en même temps, en disant ça, je me suis déjà quelque part un peu obligé à le dire. Il y a des villes comme Bordeaux, comme Lyon, Perpignan, donc elle va circuler. On a également en Île-de-France également. Donc, on a des associations au niveau local. Alors, la seule condition, c'est quoi ? Ce sont des associations au niveau local qui sont en lien avec les collectivités locales. Oui. Et surtout, l'idée, c'est vraiment d'avoir une salle municipale. Pourquoi je dis une salle municipale ? Pourquoi c'est important ? Parce que vraiment, cette exposition, on parle d'une histoire. Cette histoire fait partie de l'histoire de France. Mais malheureusement, elle est restée trop longtemps à sa marge. Et donc, en faisant une exposition, c'est pour lui redonner une centralité. Ouais. Et donc, si on doit organiser des événements à travers la France, il faut que les associations culturelles, même confessionnelles, on en a déjà également qui nous ont sollicité, puissent vraiment organiser cet événement dans les centres-villes. Non pas que l'on regarde de haut les autres endroits, pas du tout. Mais c'est que le centre de la cité est très important. Chacun peut venir. Normalement, en principe, on fait le même chemin. On met le même temps pour arriver tous au centre-ville. En principe. Mais c'est important cette idée de centralité. Alors, ce qui est magnifique, je sais que cher Gamal, là, ça te parle, c'est une exposition qui revient sur 13 siècles d'histoire riche et intense, de l'émirat de Narbonne à aujourd'hui, en passant d'ailleurs par l'alliance franco-ottomane, mais aussi entre François Ier et par exemple Souleymane le Magnifique. Il faut rappeler surtout que cette alliance, c'est le fruit d'une panique à bord du côté de François Ier qui avait peur d'être envahi par l'Espagne et qui fait donc appel à Souleymane le Magnifique. Et pourquoi il est magnifique ? J'espère que l'exposition l'explique bien en détail, puisque j'ai eu la chance d'aller récemment en Turquie et on sait pourquoi il l'est. C'était un peu le descendant, sur un plan idéologique, de Salah ad-Din, qu'on considérait comme un chevalier. Donc le Magnifique, qui était respecté par ses ennemis, et en même temps, certains de ce qui étaient censés être des ennemis héréditaires, donc des chrétiens, donc François Ier, font appel à lui pour faire barrage à d'autres ennemis, chrétiens aussi, qui veulent envahir la France. Donc c'est intéressant de voir effectivement qu'il nous retrace 13 siècles, si j'ai bien compris, d'histoire, qui donne vraiment le sentiment, et j'espère que c'est bien mis en évidence dans l'exposition, que c'est pas parce que du côté de l'Andalousie il y a un recul, 800 ans quand même de présence en Espagne, que le monde musulman reculait dans tous les côtés. C'est pas vrai. Ça progressait à droite, ça reculait à gauche. Donc moi, ce que j'ai hâte de voir, j'aimerais voir ce que ça donne, c'est en substance, est-ce que ce retraçage de l'histoire, de ce continuum de la relation nord-sud finalement, musulmane-chrétienne, est-ce que c'est bien amené ? Quels sont les personnages les plus importants ? Parce qu'il a fait référence à Mohamed Harkoun, effectivement. J'aimerais en savoir plus. Est-ce que c'est très visuel ? Sans trop en dire, parce qu'il faut que les gens aillent voir l'exposition, évidemment. Très rapidement, mais toute la difficulté, Jamel. Alors, il y a déjà 5 périodes
historique. Ouais. Donc on a une période médiévale qui commence en 711, au moment où les musulmans traversent le détroit qui deviendra le détroit de Gibraltar. Jabal Tariq. Et jusqu'à 1492, donc c'est la première période. Deuxième période, les temps modernes, 1492, fin de la Révolution française. Troisième partie, l'expédition de Bonaparte, et on finit à la fin du 19e siècle. Ensuite, quatrième période, c'est le 20e siècle, et la cinquième, le 21e siècle. Vous exposez quoi exactement? Alors, on a une vingtaine de kakémonos, voilà, qui retracent un peu cette histoire. Les kakémonos, c'est quoi? C'est pour faire du judo? Non, c'est des panneaux. C'est des panneaux. C'est des panneaux. C'est des panneaux. Donc, on a 20 panneaux. Ouais. Dans ces panneaux, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'inviter le public à un voyage. Ouais. Un voyage de 13 siècles pour montrer, et je pense que à ce niveau-là, l'exposition est réussie, c'est qu'on voit finalement que l'influence de l'islam et des musulmans est polyforme pendant 13 siècles. Ne serait-ce que par exemple l'islam pendant la période médiévale. Ouais. Sans l'islam, il aurait été difficile de construire ou d'élaborer une identité européenne. Alors même s'il y avait effectivement l'Église catholique qui chapeautait, rien de mieux qu'un ennemi commun, un autre à qui nous ne voulons pas ressembler, pour fédérer des peuples européens qui avaient très peu de choses au final en commun. C'est important que les jeunes viennent s'approprier leur histoire, parce que ça fait partie finalement, on sait, ces jeunes parfois perdus dans des cultures différentes, mais l'islam, en l'occurrence, ça fait partie aussi de soi, hein, quand on est de confession musulmane en l'occurrence. C'est important notamment, et cette exposition s'adresse-t-elle réellement à la jeunesse en particulier? Alors, en mal d'histoire. Cette exposition s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un curseur qui est pointé vraiment qui cible véritablement les jeunes. On entend dire beaucoup de choses sur l'islam. Oui. Mais finalement, on en connaît très peu. On en connaît très peu. Donc cette approche historique à travers cette exposition, oui, permet effectivement de renouer avec cette histoire, ouais. Permet de renouer avec ces influences de la civilisation musulmane, que ce soit sur le plan philosophique, avec Avicenne, Averroès, Al-Farabi, que ce soit sur le plan scientifique également. Si on prend le même Ibn Sina, son ouvrage Le Canon d'Avicenne était un ouvrage de référence à l'université de Montpellier jusqu'au XVIIe siècle. Ouais. Donc ce sont tous ces éléments-là. Rappelons une chose importante, c'est que c'est l'inventeur de l'école de médecine moderne. Il faut rappeler que la méthode qu'il a utilisée dans les hôpitaux avec ses étudiants qui l'accompagnaient est une méthode qui est restée aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Ali, est-ce que tu pourrais, par exemple, emmener tes enfants voir cette exposition à Épinay, pas très loin de chez toi d'ailleurs? Moi, c'est pas trop loin de chez moi. Bah, franchement, sincèrement, non. Ça fait plaisir de voir. Moi, j'essaie de faire ça avec mes enfants, de leur expliquer un peu l'apport, et ce qu'il était en train d'expliquer Ali, Jamal, justement, l'apport de l'islam et de la culture transmettre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on baigne dans un océan d'ignorance, notamment nos enfants. Les réseaux sociaux sont là, avec cette communication très éphémère. Et aujourd'hui, on se doit de leur expliquer qu'effectivement, Avicenne, on a parlé d'Avicenne à l'instant. Et moi, je crois c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on doit aller à ce genre de manifestation. Et aujourd'hui, ne pas y aller, je pense que même les personnes âgées seraient contentes d'aller, même si effectivement, parce qu'au moins ça leur ferait plaisir de voir effectivement que la culture arabo-musulmane, ça ne se limite pas à ce qu'on entend dans les chaînes d'infos toute la journée. On pourra inviter Zemmour, par exemple, à aller voir l'exposition. Oui, mais Zemmour, il trouvera peut-être, alors je sais pas, qu'est-ce qu'il peut trouver? Il trouvera pas le chemin, déjà. Gamel, qu'est-ce qu'il peut trouver? Il trouvera pas le chemin, c'est sûr, et puis il trouvera pas les capacités intellectuelles pour comprendre que l'histoire a une profondeur beaucoup plus longue que Napoléon, malheureusement. Non. Et j'ai une question très très intéressante, parce que c'est une question qui me tarabusque depuis longtemps, et j'espère qu'un docteur pourra répondre en l'occurrence. Il y a eu une démarche de latinisation des grands penseurs arabo-musulmans, mais pas seulement. Par exemple, on parle beaucoup de Confucius, qui ne s'appelle pas du tout Confucius, il faut savoir que c'est un chinois, et qui est à la pensée confucienne asiatique. Une pensée qui est, c'est très compliqué à expliquer de façon courte, bref. Et on parle d'Avicenne, qui devient, donc Avicenne, le latin. On parle d'Averroès, ça résonne latin, alors que leur nom arabe, c'est Ibn Rushd et puis Ibn Sina. Donc, est-ce qu'il y a une explication pour ça? Enfin, est-ce qu'on peut creuser là-dessus? Est-ce qu'on peut donner une explication pour savoir qui a eu cette idée? Pourquoi, évidemment, on l'imagine à peu près, mais pourquoi? J'ai pas de réponse précise à donner sur ce sujet-là. Je pense que c'est un processus finalement linguistique assez classique. En tout cas,
pour le coup, effectivement, quand on voit, par exemple, ne serait-ce que, et on l'aborde d'ailleurs dans cette exposition, on a environ 500 mots qui viennent de la langue arabe et qui passent dans la langue française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la langue arabe est la 3e langue dans l'histoire qui a le plus influencé la langue française. Après le latin et l'anglais. Ça va pas leur faire mais plaisir. Davantage que le gaulois, par exemple. C'était intéressant quand même de rappeler que l'arabe... 100 mots de gaulois. 100 mots. Oui, la langue arabe a plus influencé que... Le grand remplacement a commencé depuis bien longtemps, messieurs, dames. Donc c'est assez intéressant de voir. Et puis c'est vrai qu'on voit effectivement comment des mots passent. Alors, MOTS. C'est intéressant aussi de voir qu'ils ne se latinisent peut-être pas forcément tous aussi. Ils passent par la langue espagnole. Parfois par le portugais, parfois par d'autres langues, et ils arrivent à la langue française. Donc c'est intéressant également de suivre également la trajectoire des différents mots. Après, peut-être dans le monde universitaire, c'est vrai qu'on insiste beaucoup plus sur Ibn Rushd et Ibn Sina. Ouais. Alors, Nasser Lajili, oui, est-ce que tu pourrais emmener tes gamins... D'abord, est-ce que ça s'adresse aussi aux enfants jeunes, Jamel, l'exposition ? Oui, c'est vraiment une exposition très familiale. On peut emmener les enfants, je sais pas, à partir de quel âge ? Nous, les 10 jeunes avec qui on a travaillé, ils sont des collégiens, donc ils ont entre 11 et 18 ans. D'accord, en dessous, peut-être que c'est... Oui. Par contre, je pense aussi que, et là je fais appel à la pensée d'un auteur qui m'est cher, qui s'appelle Malek Benabi, à la question à laquelle on lui posait quand il était précepteur d'un enfant de 6 mois. Et quand on l'a sollicité, on l'a dit, mais il a que 6 mois. Ouais. Et Malek Benabi lui a dit, on a déjà 6 mois de retard. Donc je pense que la dimension culturelle, elle est très très importante. Excellent. Et même si elle a répondu à la question. Non, parce qu'en fait, dans cette exposition, il y a beaucoup de recherches iconographiques. Vous pourrez le voir. Donc il n'y a pas que des textes. Des textes, c'est clair, vont être très difficiles pour quelqu'un qui est à l'école primaire. Par contre, des images, imprimer des images à nos jeunes à ce moment-là, c'est fondamental. C'est un enjeu culturel pour les musulmans de France. Il faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, des auteurs comme Malek Benabi et d'autres l'ont rappelé, aujourd'hui, les musulmans de France, les institutions musulmanes en France, sur le plan culturel, nous sommes en faillite. On a pendant 20 ans, on a subi, comment il s'appelle, du haram, du halal... etc., etc. Et aujourd'hui, ce projet-là, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à tous les jeunes. On interroge le roman national français, mais quelque part, indirectement, il interroge également le roman spirituel des musulmans, qui eux-mêmes pensent que l'islam n'a que 40, 50 ans ici, alors que l'histoire est riche. Cette exposition, on l'a fait commencer un 11 novembre. Le 11 novembre, ce sont des milliers. Ne serait-ce que pour l'Algérie, le 11 novembre, c'est quasiment 300 000 personnes mobilisées, dont la moitié sur les champs et l'autre moitié, dont on oublie également, qui font tourner les usines françaises. Absolument. Donc cette histoire-là, il faut emmener les enfants maternels, primaires, il faut les emmener, ne serait-ce que sur le plan culturel. Non, mais je peux ramener mes gamins, il n'y a aucun souci. Mais c'est important. Je suis sûr que tu vas y aller, mon Nasser. Mais j'irai avec grand plaisir. Et c'est ce que on parlait en off tout à l'heure avec Jamel. Moi, je considère que ce genre d'exposition doit être aussi exposé dans des mosquées. Parce que quand on constate que dans les mosquées, on est en manque de culture, on connaît très peu notre histoire, il l'a bien dit. Ouais, mais c'est haram, ça. Non, mais c'est haram pour certains, pas pour tout le monde. Mais en même temps, on ne doit pas être victime aussi de certains qui sont des ignorants de ce qu'est l'histoire. C'est à l'iconographie qui est souvent, j'imagine, turque. Le nom porte, je veux dire, le nom de son titre, le titre de son livre porte bien son nom, c'est l'histoire de l'islam et des musulmans de France. Donc, de 720 à 2021. Et de 720 à 2021. Et je considère qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui vont être organisées, je veux dire, des événements qui vont être organisés à travers des salles municipaux, etc. Mais je considère aussi qu'il est important de s'installer aussi dans des mosquées pour expliquer et faire comprendre l'histoire de l'islam et des musulmans. Alors, j'aimerais rappeler que c'est l'association SEV qui porte le projet, Savoir, Éducation, Vivre Ensemble, mais que l'association qui nous permet de faire un vrai travail de fond, c'est l'IMS, l'intégration musulmane spinacienne à Épinay, qui fait un travail depuis les années 80. C'est comme ça qu'on appelle les habitants d'Épinay-sur-Seine, voilà. Donc il fait un travail maintenant depuis 40 ans, qui est aujourd'hui davantage spécialisé dans l'apprentissage de la langue arabe et de la culture religieuse aux plus jeunes. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, cette dimension culturelle, pour moi, elle est très importante. Ce livre-là, qui va paraître le 11 novembre,
Moi, j'aimerais, et c'est mon rêve, que ce soit une matière qui soit enseignée dans les programmes des instituts de langue arabe. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la civilisation musulmane, mais aujourd'hui, là, on arrive à concilier à la fois l'étude de la civilisation musulmane, l'étude de la civilisation franco-européenne, et en même temps, notre présence, on lui donne un ancrage. Et c'est dès le départ que ça se joue. Quand on a des enfants de 5-6 ans qui vont à l'école de la langue arabe, pour moi, c'est cette histoire, et demain, elle doit devenir une matière à enseigner. Et ce livre-là, c'est vraiment pour les enseignants et les éducateurs qui font un travail remarquable sur le terrain et qui vont avoir aujourd'hui un vrai manuel aussi pour enseigner à nos plus jeunes. Alors, bon, Jamel, je rappelle donc l'exposition démarre ce jeudi à Épinay-sur-Seine, la salle... l'espace Mendes France, donc l'ancienne bibliothèque. Le titre de l'exposition, c'est l'histoire de l'islam et des musulmans de France de 720 à 2021. Elle retrace 13 siècles d'histoire riche et intense, comme vous avez pu vous en apercevoir et écouter. Et on vous donne rendez-vous évidemment pour la sortie du livre aussi de notre ami Jamel El-Amri ce jeudi 11 novembre. En un mot, Jamel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour cette exposition en l'occurrence? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de mieux? Que cette exposition, que ce livre, que demain cette pièce de théâtre initie ou contribue à initier un mouvement culturel. Je pense que la voie que nous devons investir, le politique, le social sur le court terme, il y a des vraies urgences et il faut être là. Et mes camarades ont raison d'être là et de prendre des positions courageuses. Mais il y a aussi le moyen terme et le long terme. Et puis, bon... on peut aller voir sur les réseaux sociaux. Ouais, on peut voir sur les réseaux sociaux. Et tu parlais tout à l'heure d'Éric Zemmour. Ouais. C'est intéressant que tu m'en parles parce que tu n'es pas le seul à m'en avoir parlé. Ouais. Et même les gens, quand j'ai commencé à les inviter, m'ont dit mais tu l'as fait exprès ou le timing était truc. J'ai dit bon, on l'a peut-être engagé en fait, mais ça fait 2 mois qu'aujourd'hui il nous parle d'une histoire de France instrumentalisée. Ouais. Là, on est capable aujourd'hui avec cette exposition, de lui répondre, d'apporter des éléments factuels, vérifiés scientifiquement et qui sont dans la recherche, qui sont le fruit des résultats de la recherche française depuis déjà 15 ans maintenant. Pierre Mendes France, la salle, donc c'est à partir du 11 novembre, mon Jamel, merci Juste beaucoup. une chose, Christophe, ajouter, pour aller dans le sens de ce qu'il vient de dire, pour abonder dans son sens, qui a inventé la comptabilité? Est-ce que vous le savez? C'est pas moi en tout cas. C'est un Italien, mais personne n'a retenu son nom. Ouais. Par contre, tout le monde connaît la Joconde. Ouais. La culture est la seule chose qui nous reste in fine une fois qu'on disparaît. Donc il faut la transmettre et malheureusement le monde arabo-musulman a déserté ce champ de réflexion et d'action et de création. Et il y participe, notre ami Jamel, évidemment, par ses travaux. Merci mon Jamel. Merci à toi Christophe de m'avoir accueilli. C'est un grand plaisir. Dans un instant, résultat de notre sondage. Qui pour représenter la gauche? À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, au fait de l'actualité, de la culture, de l'histoire, c'est important aussi, avec notre ami Abina, avec Ali, avec la Serlagie qui sont avec nous aujourd'hui. Et on avait envie de se poser la question et de se rappeler ce qui s'est passé, vous en souvenez tous, en 2002, où cette gauche est partie complètement éparpillée. Et le résultat en a été que la gauche était absente du second tour de l'élection présidentielle, vous en souvenez, alors que Jospin était donné favori. Eh bien, on est en 2021, fin 2021, les élections c'est l'année prochaine, et on a l'impression qu'on revit un peu le même scénario, une gauche qui part éparpillée, où chacun roule pour sa pomme, et on s'est posé la question si cette gauche redevenait raisonnable. Est-ce qu'il pourrait y avoir un leader à gauche? Et si tel est le cas, lequel? On a proposé 4 noms sur Twitter en guise de sondage. Madame Anne Hidalgo qui représente le Parti Socialiste, Monsieur Mélenchon qui représente la France Insoumise, Arnaud Montebourg qui représente que lui-même, et Monsieur Jadot qui représente Europe Écologie Les Verts. Le résultat est implacable, je vous le donne, le voici. Madame Anne Hidalgo recueille 3% des votants. Normal. Monsieur Jadot récolte 5% des votants. Dommage. Arnaud Montebourg récolte 7% des votants. C'était attendu. Monsieur Mélenchon, 87% des votants sur Twitter, le grand forum FM2. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos votants, avec nos auditeurs, qui désignent que Jean-Luc Mélenchon, selon eux, et au vu du moment où nous parlons, serait à même de représenter les idées de la gauche? Monsieur Ali. Alors là, c'est un plébiscite, je crois, pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, un véritable plébiscite. Et vous pouvez nous appeler d'ailleurs. Alors, on pouvait pas, je l'explique avant qu'on me fasse le procès de ne pas avoir mis Poutou, ne pas avoir mis d'autres tels que, comment il s'appelle, Fabien Roussel et compagnie. Je pouvais en mettre que 4. J'ai pris les 4 qui sont les plus
les plus hauts dans les sondages. Quoique Madame Hidalgo, plus ça va, plus ça baisse. Ali, franchement, plébiscite pour nos auditeurs de France Maghreb 2, Mélenchon. Oui, Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça serait l'homme qui pourrait représenter la gauche ou pas? Objectivement, aujourd'hui, non. Malheureusement pour lui, vu qu'ils sont tous en train de faire cavalier seul, ce qui est problématique. Non, mais partons du principe où il y aurait un homme à désigner, un homme ou une femme à désigner pour représenter la gauche. Les auditeurs te répondent Mélenchon. Ouais, là le problème, le choix est relativement limité. Je dirais, j'aurais peut-être choisi moi Arnaud Montebourg. Hein. Ah ouais. Malgré sa déclaration d'hier. Malgré son dérapage, je crois que je l'aurais recadré. C'est pas un dérapage. Je suis pas d'accord avec ça. Gamel, il va s'énerver. Attention. Gamal, Mélenchon, plébiscité par nos auditeurs. Alors, c'est vrai que c'est massif comme vote. Il y a eu beaucoup de votants en plus. Oui. C'est logique que ce soit Mélenchon pour deux raisons. La première, parce qu'il a fait un très bon score à la dernière élection présidentielle. Les Verts n'étaient pas présents. La seconde, c'est parce que la gauche, c'est jamais été le PS. Ça ne sera jamais le PS. C'est tout. Hidalgo a fait une erreur monumentale. Elle aurait dû attendre ces Jeux Olympiques, enfin ces Jeux parisiens qui vont arriver, et se présenter en 2027. Elle était trop pressée. Mais en vérité, c'est logique que ce soit Mélenchon parce que c'est celui qui fait le plus figure d'une gauche forte à la Mitterrand, quasiment. C'est quand même un enfant du PS. Donc c'est logique. Après, la sortie de Montebourg, par contre, là, non, je ne peux pas te rejoindre là-dessus, Ali. C'est pas un dérapage. Oui. Quand quelqu'un dit une débilité pareille, car c'est débile, quand quelqu'un ose, on est dans un pays quand même libéral, je rappelle, dire où doit aller l'argent des travailleurs, ça s'appelle du racket. Je suis désolé. Parce que Le Pen le dit, parce que Zemmour le dit, lui, il finit par copier-coller ce genre de bêtises, c'est intolérable. Il est en train de dire que parce que l'État algérien, c'est l'Algérie qui vise, refuse de recevoir des types qui seraient des voyous de son point de vue, eh bien, il faut frapper sur le peuple. Je suis désolé, ça c'est plus de la gauche là. On commence à surfer gentiment vers au mieux le populisme, au pire vraiment c'est un discours radical et totalitaire. On rappelle la manne financière. Juste une question. Oui, c'est intolérable. C'est l'argent des travailleurs. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent le brûler sur un bûcher pour faire un auto d'affaires à la Hitler, ils font ce qu'ils veulent. Gamel, je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Alors, quand il a parlé, parce que c'est pas que je pense qu'il sait pas de quoi il parle, parce que quand il a parlé de transfert avec Western Union, toi tu es d'origine algérienne, tout comme moi, tu connais beaucoup d'Algériens qui envoient de l'argent par Western Union. Jamais. Non, mais lui il dit qu'il est d'origine algérienne par sa grand-grand-mère. C'est plutôt les Marocains, Western Union. Marocains et Tunisiens. Ou les Subsahariens. Les Algériens, ils ont inventé un système qui est beaucoup plus moins cher et beaucoup plus. Ça s'appelle la valise. Ils appellent un WhatsApp et l'argent arrive à la porte de la Villette et à l'aéroport d'Alger ou le marché, le vendeur de tissus à Annaba ou à Galma. En tout cas, Gamal, ça te paraît logique que ce soit Mélenchon. Nasser Lajili, est-ce que Mélenchon, ça te paraît logique? Oui, pour moi, c'est logique. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que Mélenchon, aujourd'hui, est député. Il a montré aussi sa présence pendant tout son mandat, donc à l'Assemblée nationale. C'est un très bon orateur. Il a été présent face au gouvernement, face à la droite, dans les débats animés qui sont contre la vaccination obligatoire, etc. Donc il a été énormément actif. C'est vrai qu'ils ont fait un bon travail à l'Assemblée nationale, absolument. Le groupe des Insoumis. Hein. Si on regarde bien ce qu'a fait Marine Le Pen, et aujourd'hui malheureusement elle va arriver peut-être au deuxième tour, on ne sait pas encore. Ou pas. Mais voilà, on constate qu'aujourd'hui que Mélenchon pourrait arriver au pouvoir parce qu'il a aussi montré ses preuves face à, comment dire, la population attendait quelqu'un qui allait agir sur la question, sur la question de l'islam, les musulmans, l'intervention à l'Assemblée nationale quand il dit arrêtez de stigmatiser les musulmans, ce qu'on n'entendait jamais à l'Assemblée nationale. Même le Parti communiste qui était, on va dire, qui sont présents depuis des années dans l'hémicycle, on les entendait pas du tout parler des musulmans et de l'islam quand ils étaient stigmatisés. Voilà. Je considère que Mélenchon aujourd'hui aussi, c'est le seul candidat qui a été présent aux précédentes élections présidentielles. Donc les 2 dernières élections, il était présent. Donc il n'a pas lâché le morceau et il montre qu'il ne marche, je veux dire qu'il ne lâche pas. C'est pas la présence en réalité, c'est le chiffre qu'il a obtenu. Oui, mais le chiffre. Le problème pour Mélenchon, et on le voit au travers des élections intermédiaires. Non, c'est même pas ça. C'est qu'ils le savent, ils l'ont dit d'ailleurs à plusieurs reprises, quelques cadres ont eu l'intelligence de le dire, c'est qu'ils ont besoin des quartiers populaires. Et sur les quartiers populaires, ils n'y arriveront pas. Ça, je suis d'accord. Et ça a été. Le problème, c'est que ça vote pas. Je pense que. Alors, c'est même pas que ça. Je pense que c'est une vraie question de fond. Tu as raison. Ça ne vote pas. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été aussi présents sur la question des quartiers populaires, la France insoumise. Ça a été un gros défaut, un gros problème. Oui, parfois, c'est vrai. Et beaucoup attendaient.
de Mélenchon et de la gauche qui disaient il faut écouter les quartiers populaires, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage dans les quartiers populaires, vivre aussi les discriminations des gens qui vivent dans les quartiers. Il n'y a rien qui est sorti de tout ça. C'est pourquoi Mélenchon, il est fort dans sa démarche, parce qu'il a changé de position. C'est pas ce qu'il disait il y a encore 5 ans. Absolument. Il est fort parce qu'il fait du Mitterrand bis. Vraiment, ça ressemble à du Mitterrand. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer... J'espère qu'il est un peu moins menteur quand même. Bah, il ne peut pas être pire que Mitterrand, c'était diable en personne. C'est un criminel de guerre. Qu'est-ce qu'il est violent. Je respecte. Je sais pas si son âme est en paix. Gamal. Non, je déteste. Oui, bah d'accord. On peut détester une personne, mais quand même. Modère-toi un peu, mon vieux. Je ne peux pas modérer face à l'extrême droite. Le mec, il était chemise brune, il a été chez Pétain, ça va, on multiplie les casseroles, sans parler des assassinats des Algériens, la guerre d'Algérie, l'Algérie c'est la France. C'est Mitterrand, bref, donc aucune sympathie pour le personnage qui a fait monter le Front National d'ailleurs. Mais non, Mélenchon, il a fait un truc formidable, c'est que il a recyclé son image et il a reconnu, ce qui est très rare en politique. Il a dit une chose devant Zorro là, Zemmour. Il a dit quoi ? Il a dit j'ai commis des fautes, j'ai fait des erreurs, j'ai changé de position parce que j'ai appris. Ça, c'est stratégiquement intelligent, ce qui fait contrairement à Zemmour, qui disait que... Mais Zemmour ne peut pas, il n'a pas les moyens de le faire, il faut les capacités. Alors on est avec Mehdi qui nous appelle au standard. Bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Mehdi. Alors sur cette question, je sais pas si tu as participé au vote sur Twitter. Non, j'ai pas participé au vote parce que ce vote, j'estime qu'il est pas du tout représentatif du tout de ce que je pense. Ouais. Alors qu'est-ce que tu penses, on me dit un monsieur comme Mélenchon qui est député, qui a été ministre, et c'est pas n'importe quel ministère qu'il a eu. Je peux vous dire que demain, il est président, il va faire exactement comme ceux qui sont passés avant lui. Et les gens, ça l'oublient vite. Au jour d'aujourd'hui, il nous faut des gens je vais pas dire de notre communauté, mais des gens français issus de l'immigration maghrébine ou africaine, qui puissent monter, nous représenter vraiment, réellement. Ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, Christophe, je vous assure qu'ils nous oublient. Et ça, on le voit depuis 40 ans. Et les gens, ça, ils oublient ça. Nous, on est naïfs. On est très naïfs. Et il nous faut des gens de chez nous qui ont galéré comme nous et qui savent où est-ce qu'on a mal, où est-ce qu'on souffre. Il nous faut des gens de chez nous. Des gens comme vous, Christophe, ou des gens comme vous qui êtes autour de la table. Il n'est pas de chez nous. Je suis pas de chez eux. Je suis pas de chez vous. C'est un bourgeois. On me le fait savoir tout le temps. Je suis pas de chez vous. Voilà. Écoute Christophe, alors on plaisante, il est chez nous. Mais je plaisante, moi, mon Bédi, t'inquiète pas. Et franchement, moi j'ai le droit de dire aussi comme Valls, je suis éternellement lié à l'Algérie par ma femme. Merde. Le débat il revient à chaque fois, Christophe. Le débat il revient à chaque fois. Mais ces gens-là, quand ils sont au pouvoir, c'est fini. Ils oublient les gens des quartiers. Ils oublient. Pourquoi il a été ministre? Qu'est-ce qu'il a fait? Expliquez-moi qu'est-ce qu'il a fait pour les il était au PS à l'époque, hein, voilà. C'est pour ça, il était au PS. Il était au PS, voilà. Donc pendant 30 ans on peut d'ailleurs. Pas dire qu'il était mal placé. Ouais. Merci. Oui. Rapide, Mehdi, j'ai la pub. Vite. Ouais, rapide. J'aimerais porter ma pierre à l'édifice. Tu sais, à chaque fois qu'on appelle, faire une proposition pour l'élection. Pour les présidents. Alors bouge pas, reste avec nous, on se fait la pub et les propositions, on va en parler dans un instant. Tiens, on va réfléchir ensemble sur ce qu'on va pouvoir faire pour cette élection, parce que chacun doit prendre part, et c'est important que chacune et chacun puisse faire des propositions pour changer la France. À tout de suite. Je remercie Mehdi qui est avec nous, je crois, j'espère encore en direct avec nous. Mehdi, t'es toujours là? Oui, voilà. Toujours là. Je remercie Mehdi parce que il était bon qu'on en parle. On est maintenant au mois de novembre, l'élection présidentielle et législative. Faut pas en oublier législative, qui est une élection très importante aussi, auront lieu donc l'année prochaine, en 2022. Et on se pose la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, en dehors évidemment d'inviter les différents candidats à l'élection. Ça c'est une chose, mais j'ai envie que le peuple se sente concerné, parce que quand on se sent concerné, peut-être que ça nous donne aussi l'envie d'aller voter, de se faire entendre, etc. Et puis peut-être que parmi les nombreuses propositions qui peuvent émaner de nos auditrices, auditeurs, des gens du peuple, messieurs, dames, peuvent apparaître des choses vraiment très intéressantes à faire valoir. Et je pense qu'on est en train de monter quelque chose qui va être de recenser un petit peu tout cela. Et pourquoi pas d'envoyer tout cela aux différents candidats en disant voilà, le peuple de France Maghreb 2, les auditeurs de France Maghreb 2 ont parlé, voilà ce qu'on vous propose sous forme de 3 propositions. Et c'est pour ça que profitez-en de ce moment de liberté tous les jours en fin d'émission, quand on peut le faire, des fois on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'a pas le temps, de faire justement, de participer à une proposition pour vous, qui pourrait changer la France, et on en parle, on en débat avec nos chroniqueurs. Alors Mehdi,
je te propose de commencer, d'initier donc dans ce domaine. C'est ce que tu voulais nous faire savoir. Ta proposition pour toi, Mehdi, pour changer la France. Bah écoute, changer la France, je pense pas, mais peut-être faire quelque chose. Moi, j'ai une proposition qui est vraiment, qui me tient vraiment à cœur depuis très très longtemps. Ouais. C'est de mettre, c'est-à-dire de remettre le tablier pour les écoliers et les collégiens. Le tablier qu'on avait avant. L'uniforme. C'est-à-dire que l'uniforme. Ouais. L'uniforme. Après, quand je dis l'uniforme, c'est pas le pantalon et le truc. Le tablier. Eh ben, les Ah, on a perdu Mehdi. Merde. Mehdi. On ferme l'union. Ah, c'est bon. L'union nationale. Oui. Ouais, mais non, on t'avait perdu deux petites secondes. Vas-y. Oui. Je te disais que l'école renferme l'union nationale, la patrie et déjà commencer par ça, déjà donner cette fibre-là à nos enfants, qu'on est tous pareils, on se ressemble tous. Et c'est une fibre qu'on ne pourra jamais enlever au futur peuple de France, qui est nos enfants. C'est-à-dire l'union nationale, on est tous pareils. Et aujourd'hui à l'école, ça manque beaucoup. Moi j'aime bien mon Mehdi, je souscris parfaitement à cette proposition. Merci en tout cas de l'avoir fait, d'avoir initié ce petit moment, voilà, qui va nous aider ensemble à essayer de faire nos propositions et à participer nous aussi, plutôt que d'entendre des conneries à longueur de journée de la part de candidats, de pseudo-candidats. Nous on a des vraies propositions à faire pour changer la France. Alors, merci Mehdi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez d'ailleurs nous appeler, amis auditeurs, auditrices, c'est Libertad, c'est maintenant. Si vous voulez nous faire des propositions pour la France, ou alors un coup de gueule, un coup de cœur, ouais, tout vous voulez, 01 40 33 9000. Que pensez-vous de cette proposition, mon cher Lagili? Non, moi je trouve que elle est pas mal, et d'ailleurs une petite pensée à mon fils, parce qu'effectivement il porte l'uniforme quand il va à l'école, parce qu'il est dans une école privée. Absolument. Donc il trouve ça bien. Et je trouve ça très charmant d'ailleurs. Ouais. Parce que les enfants qui sont là, il n'y a pas de différence, et il a raison. Il n'y a pas de problème de marque. Ouais, toi tu portes les baskets Nike, tout ça. Mais c'est absolument ça. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée, et ça serait une belle proposition pour nos écoles publiques. Ali, tu souscris à la proposition de Mehdi? Complètement. Ouais, Gamal? Oui, ça rappelle le modèle anglais. C'est une façon de gommer les différences, sociales, ethniques, culturelles et religieuses. On est tous à la même enseigne, on est neutre dans une école, ça me paraît très intéressant. Bon, et Jamel voulait intervenir. Jamel. Christophe, juste un mot peut-être, puisqu'on parle des élections présidentielles. J'ai toujours été frappé par le manque d'investissement dans les idées politiques. Et justement, c'est-à-dire que finalement, on voit très peu finalement. Alors, on s'interroge sur les candidats, sur les partis. Mais je pense que depuis tant d'années, on parle des quartiers populaires, des questions d'islamophobie, des questions politiques qui touchent les habitants des quartiers populaires, les populations musulmanes en France. Mais jamais ça n'a donné un projet. On parle de ce que n'est pas la laïcité, mais on n'est pas capable de produire une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la laïcité aujourd'hui au XXIe siècle. Et je pense que si on déserte... Alors, il faut investir le terrain politique, je suis d'accord. Mais si en même temps, on n'investit pas le domaine intellectuel à travers des think tanks, des espaces de réflexion, je pense qu'il manquera toujours quelque chose. Merci, mon Jamel El Amari. Allô, bonjour, qui est avec moi? Oui, c'est Ali du 95. Bonjour, Ali du 95. Comment ça va, mon Ali? Vous n'allez pas me couper, hein? Ça dépend, si tu dis des conneries, je te coupe. Tu sais comment ça se passe. Au sujet. Si vous me permettez. Vas-y, Ali. En fait, par rapport aux électeurs, ou bien, vous voyez, et ici, il faut et on essaie de changer tout, que ce soit le Parlement, même au Sénat. En fait, c'est un monde à changer. Parce qu'en fait, le Parlement, déjà, il vote à 3h du matin. C'est quoi ça? Hein, vous voyez, en fait, c'est l'arnaque du siècle, c'est d'aller voter. Voilà. Pour vous, l'arnaque du siècle, c'est d'aller voter, hein, c'est ça? Oui, ben oui. Ça, il ne change rien. En fait, il n'y a pas d'opposition. C'est une position, si vous voulez, une opposition, soi-disant, contrôlée. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui répondre à notre auditeur qui dit c'est l'arnaque d'aller voter? Ne pas voter, c'est laisser le vote aux autres et la possibilité de faire monter les extrêmes. Excuse-moi de vous couper. Il change carrément un changement radical. Pourquoi au niveau du Parlement, du Sénat, même l'opposition, il faut qu'elle garde le niveau du gouvernement pour se maintenir. C'est pas pour changer. Ils pensent pas au peuple.
Le peuple, il n'est pas présenté nulle part. Monsieur, juste avant de changer, il faut d'abord participer. Absolument. Ouais. Donc d'abord participer. Ah ouais, bon, allez. Et ensuite, vous pourrez éventuellement changer. Sur quel niveau? Bah, à tous les niveaux, hein, il faut participer, il faut s'investir. Déjà en local. Ouais. On vote en local, parce qu'il est là. Ouais. Local, plus ou moins. On connaît le maire. Ah, vous avez dit plus ou moins. Déjà, vous avancez un peu. C'est bien, c'est bien. Mais au niveau... Oui. Oui, t'as dit plus ou moins, donc ça veut dire qu'on avance un petit peu au niveau local. Dans ça 5 peut se minutes, faire. vous allez voter, monsieur. C'est bien, on va vous convaincre. Non, mais il faut. Écoute-nous et participe. Deuxième point, si vous permettez. Oui, vas-y. Soi-disant, le monsieur qui a parlé du communautarisme, bon, par rapport au communautarisme, juste pour le monde musulman. On n'a pas il y en a d'autres. Il y a des lobbies qui parlent jamais d'eux, qui sont vraiment des communautaristes. Non, on n'a pas parlé de communautarisme. Merci à toi. Oui, bah justement, s'ils font pas parler d'eux et qu'ils sont en même temps communautaristes, c'est qu'ils ont un certain lobbyisme que peut-être malheureusement, on n'a pas. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas ici. Parce qu'on fait beaucoup de bruit, nous. Bon, bah, rendez-vous demain, les amis. Alors, franchement, sous l'idée, on lance cette opération. Voilà, chaque fin d'émission. Les auditrices, auditeurs qui ont des propositions concrètes à proposer pour changer la France. On retient celle de notre ami Mehdi qui propose le retour du tablier à l'école pour tous les enfants. Ça, c'est une bonne idée. On pourrait même d'ailleurs en faire un débat. Je veux dire, de toutes les bonnes actions, de toutes les bonnes propositions, on en fera des débats aussi avec nos chroniqueurs. Ça évitera la raquette des enfants en plus. Bah oui, en plus. Merci mon Gamal. Merci. Merci mon Gamal. On se voit mercredi au resto. Avec plaisir. Merci mon Ali. Merci. Mercredi au resto, toi aussi. Oui. Ouais, quoi, oui. Oui. Oui ou oui. Oui. Bon, d'accord, très bien. Je suis comme le monsieur là, j'ai dit oui, mais bon. Mon Nasser Lagili, on se voit mercredi. Ouais, avec plaisir. Oh, super. Mon Jamel, malheureusement, tu seras pas là, toi, mercredi. Non, par contre, voilà, je vous invite tous à l'exposition du 11 au 21 novembre. Effectivement, bienvenue et on y sera. Merci, mon Jamel Lamri. C'est vraiment un plaisir de te voir, mon Jamel. Vraiment, tu fais partie des gens. On le voit plus souvent quand même. Et il y en a très peu, mais il y a des gens qui sont vraiment très 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 bons, que j'aime beaucoup. Et qu'à chaque fois, il me dit, je peux venir. Tu peux venir, t'es chez toi, mon Jamel. Merci beaucoup, je t'embrasse très fort. Dans un instant, c'est Medjahed que vous avez retrouvé avec Shahnali. Et c'est un spécial anniversaire parce que c'est le jour de l'anniversaire de notre ami Medjahed, à qui on souhaite encore une fois un bon anniversaire. Et il va y avoir gâteau et cadeau à gagner dans un instant. Bonne soirée demain, retour à partir de 16h précise pour le LGF. Passez une excellente soirée et bonne semaine sur France Maghreb 2. À demain, ciao.